Bonsoir mesdames, messieurs, mes très chères sœurs et frères. Surtout, n'oubliez pas de rallumer vos portables à la fin de la conférence. Nous sommes heureux de vous accueillir au nom de l'atelier Le Portique, fondé en 1910 par Albert Lantoine, figure éminente de la franc-maçonnerie française. Notre atelier travaille au sein de la Grande Loge de France qui pratique une franc-maçonnerie traditionnelle, initiatique et spiritualiste. Les premières loges parisiennes sont apparues dans les années 1725-1730 et l'obédience adopta le titre de Grande Loge de France en 1743. La Grande Loge de France est aujourd'hui l'une des grandes obédiences maçonniques françaises, rassemblant près de 31 000 frères répartis au sein de 950 loges. Nous sommes réunis dans le temple Pierre Brossolette, du nom d'un franc-maçon engagé, ardent défenseur de la laïcité et coopérant à de nombreux journaux et surtout héros de la résistance. Nous nous trouvons ici dans un lieu initiatique. Notre travail vise au progrès spirituel de l'humanité, à l'aide d'une méthode et d'outils symboliques. Nous œuvrons à approfondir notre connaissance intérieure, à lutter avec conscience contre nos égos. Nous apprenons à reconnaître notre alter ego, l'homme, afin de construire une fraternité véritable dans une quête constante de lumière et de vérité. Nous ne détenons aucune vérité. Nous la cherchons. Cette quête exige d'élargir notre regard sur nous-mêmes, sur l'autre, sur le monde. Nous enrichissons le champ de conscience par l'usage conjoint de la raison et de l'intuition, afin que notre action devienne une œuvre de connaissance profondément humaine et spirituelle, indissociable de l'amour de l'autre au sens métaphysique. Cet amour que les Grecs nommaient l'agapé. Pourquoi cette conférence ? Pourquoi cette conférence ? D'abord pour honorer la mémoire de notre frère Édouard Schneeberg, dont la présence symbolique nous réunit ce soir, aux côtés de son arrière-petite-fille Michèle Schneeberg, sa sœur Sophie Zerbib et Ariane Carrère, leur cousine, que nous saluons. Son souvenir demeure vivant et opérant parmi nous. Homme profondément engagé dans la société, notamment à travers ses actions caritatives, il fut un maçon actif au sein de nombreux ateliers et il a parcouru l'ensemble des 33 degrés de notre rite. Pourquoi cette conférence ? Pour évoquer également ces hommes et ces femmes qui, à son image, ont choisi de s'engager pour les autres, parfois au péril de leur vie, parce qu'ils estimaient que c'était leur devoir. Enfin, parce que, hasard du calendrier ou concordance des temps, cette conférence se tient à un moment où chacun s'interroge sur le sens de l'engagement et sur ce que pourrait être le sien individuellement. Quel est l'esprit de cette conférence ? Tout est contenu dans son titre, à hauteur d'homme. Il s'agit de parler des hommes, ceux d'hier, durant la Seconde Guerre mondiale et ceux d'aujourd'hui, notamment en Ukraine, qui en 2022 se sont trouvés contraints de s'engager. Il n'y aura donc ni leçon magistrale, ni morale, ni académisme, ni géopolitique. Cette soirée se veut le reflet de notre méthode maçonnique. Nous transmettons davantage ce que nous sommes que ce que nous savons. Et quel sera le déroulé de la soirée ? Une première séquence avec Christophe Garda qui évoquera le parcours d'Édouard Schneeberg et son humanité de frère. Une deuxième séquence réunissant Tal Brutmann et Michel Hazanavicius pour explorer d'autres trajectoires humaines
et d'autres formes d'engagement. Un temps d'échange et de questions, une allocution du très respectable grand maître Jean-Raphaël Nothomb et une séance de dédicace avec les deux intervenants dont vous trouverez les livres ici. Je rappelle enfin qu'à l'issue de cette conférence, nous répondrons à celles et ceux qui seraient intéressés par nos travaux. Ils peuvent aussi nous écrire à l'adresse mail figurant sur le dépliant fourni. Je vous souhaite une bonne soirée, mesdames, messieurs, très chères sœurs, très chers frères. Mesdames, Messieurs, très souverain grand commandeur, très respectable grand maître, mes très chères sœurs, mes très chers frères. Il y a quelques mois, la ville de Paris a décidé d'honorer la mémoire d'Édouard Schneeberg par l'apposition d'une plaque au 43 rue de la Victoire dans le 9e arrondissement, face à la grande synagogue. C'est à cette adresse qu'Édouard Schneeberg avait son entreprise de pompes funèbres. Cette plaque sera apposée lundi prochain, 26 janvier à 14h30. Nous y serons. Dans les archives concernant Édouard Schneeberg, détenu par son arrière-petite-fille Michel, une partie provient de ce que nous appelons le fonds de Moscou. Ce sont des fichiers saisis en Allemagne par les troupes soviétiques en 1945 et qui ont été restitués à la France en plusieurs vagues, notamment en 1994 et 2004. Dans ces archives, il est apparu que Édouard Schneeberg était franc-maçon et que cet engagement constituait une part importante de sa vie. Certains documents mentionnaient son appartenance à la loge Le Portique, loge à laquelle nous appartenons en tant qu'organisateurs. Voilà comment nous avons été conduits depuis le printemps dernier à suivre sa trace, à plonger dans son histoire, à découvrir son parcours de vie. Alors, deux petites choses en avant-propos qui me semblent importantes pour celles et ceux qui ne sont pas francs-maçons, qui ne sont pas habitués à ce que nous faisons ici. La première est la chaîne d'union. C'est un moment clé du rituel maçonnique qui consiste, à la fin des travaux d'une loge et avant de nous séparer, à relier dans une même chaîne les présents, les absents, mais aussi tous ceux qui nous ont précédés, témoignant ainsi de la fraternité qui nous réunit, mais également, avec une main qui reçoit et une main qui donne, l'engagement de continuer à transmettre les valeurs qui nous unissent, et notamment celle de travailler sans relâche pour le bien commun. Ainsi, à chaque fois, Édouard Schneeberg est avec moi, est avec nous dans cette chaîne d'union du portique. La seconde chose que je voulais évoquer en préliminaire, chaque loge confie annuellement sa direction à un membre de l'atelier, que nous nommons le vénérable maître, qui insuffle une direction à nos réflexions. Cette année, notre vénérable maître Arnaud nous a proposé, empruntant ces mots à Guillaume Apollinaire en 1916, je le cite, « Rallumer les étoiles sera le fil conducteur de nos travaux. Il nous guidera pour trouver la justesse de nos pensées, la force de notre volonté et la sincérité de nos engagements. Il nous rappellera que même dans la tourmente, la lumière est toujours à portée de main pour celui qui cherche à la recevoir et à la transmettre. » Alors quoi de plus naturel au regard de ces deux guides que de nous investir pour faire briller aujourd'hui encore les espérances que portait en lui notre frère Édouard, toujours présent dans notre chaîne d'union, et de proposer cette soirée de réflexion, l'engagement à hauteur d'homme dans l'histoire et dans l'actualité. Pour débuter, il me revient donc de parler de l'engagement d'un homme, celui d'Édouard Schneeberg, mort assassiné le 5 août 1943 à Auschwitz-Birkenau. Le nombre total de morts en déportation durant la Seconde Guerre mondiale, dans les camps de concentration, les ghettos, les marches de la mort et les exécutions de masse, est estimé entre 11 et 17 millions de personnes.
6 millions d'entre elles étaient juives. Parmi ces millions de victimes de la barbarie nazie figurait un homme, Eduard Schneeberg, un parmi tant d'autres. Tal Brutmann nous parlera certainement tout à l'heure, lors de la table ronde, de quelques-uns de ceux-ci. Alors, qui était Eduard Schneeberg? Il est né le 13 avril 1876 à Paris. Il est le fils de Samuel Schneeberg, un marchand ambulant, et de Coralie Blum, une femme au foyer. Enfant, il grandit au sein d'une famille modeste dans le quartier du Marais, ici c'est la rue de Turenne que j'ai retrouvée au 19e, au cœur d'une communauté juive attachée à ses traditions. Les années passent et il se marie le 23 juillet 1896 à Paris 9e avec Céline Ullmann, née en 1871 et qui décédera en 1962. Elle était parfumeuse et ensemble, ils auront 6 enfants. Concernant son activité professionnelle, selon les sources qu'on a pu trouver, il a d'abord été employé de banque, puis il devient ensuite avocat, avant de reprendre la direction d'une entreprise de pompes funèbres. Entreprise fondée par son père, la maison Schneeberg, située au 43 rue de la Victoire à Paris, juste en face de la grande synagogue. Elle fut la plus importante société de pompes funèbres juives. La société possédait plusieurs succursales, entrepôts et ateliers répartis entre Paris et la province, ainsi qu'une carrière de granit dans le Calvados. Son activité, loin d'être artisanale, s'étendait jusqu'aux abords des grands cimetières parisiens et était réputée pour son ouverture pour tous les cultes, tout en restant lié au judaïsme consistorial. Alors, dans cette période de l'avant-guerre, d'autres événements se produisent qui intéressent notre récit. Vous avez reçu un petit fascicule qui reprend l'histoire de la loge Le Portique. En 1910, 15 frères vont décider de créer le Portique. Voilà pourquoi je suis aujourd'hui membre de cette longue histoire. Hein. Voilà, on a notre porte-étendard ici, qui est présente ici dans cette loge. Et la deuxième chose, alors, comprendre pourquoi ils ont choisi le Portique, parce que c'était une loge philosophique inspirée du stoïcisme grec. Et l'école stoïcienne doit son nom au lieu où ses membres se réunissaient, la Stoa, qui veut dire le portique en grec. Voilà pourquoi ils ont choisi ce nom-là. La deuxième chose importante, en 1912, la Grande Loge de France et le Suprême Conseil de France s'installent dans le bâtiment rue Puteaux où nous nous trouvons ce soir. Ça a d'abord été un ancien couvent, puis à une période, ce lieu était aussi une salle de cinéma. Voilà, pour dire que ça est destiné à beaucoup de choses. Alors, 1914, juillet 1914, la guerre s'est déclarée. Malgré une réforme médicale datant de 1898, Eduard Schneeberg demande à s'engager. Bon, sur son insistance, on finit par le classer service armé. Cet engagement pour défendre son pays, il était rapproché, sans doute, de celui des combattants ukrainiens, dont nous parlera tout à l'heure Michel Hazanavicius. Édouard est mobilisé le 10 août 1914. Il est affecté d'abord dans le régiment du train, puis dans l'artillerie. Malade ou blessé, les informations diffèrent ou divergent un petit peu, mais en tant que père de famille nombreuse, il est renvoyé dans ses foyers le 24 mai 1916. Il sera de nouveau envoyé au front début juin 1917, avant d'être réformé définitivement 4 mois plus tard. La guerre a une fin en 1918, l'armistice signé, Eduard Schneeberg va poursuivre son ascension maçonnique et sociale. Toujours patriote, il fournira gracieusement en 1922 le granit destiné au monument de l'armistice à Retonde. C'est une commune qui est près de Compiègne. Dans des notes retrouvées, ce qu'on appelle des enquêtes, qui sont faites avant d'entrer en maçonnerie, on a retrouvé des petites notes concernant Édouard. Il est décrit comme enthousiaste, se distinguant par un style jugé commercial, entre guillemets, proche de l'esprit Rotary Club, mais apprécié pour son dynamisme. Alors voici quelques portraits d'Édouard, la barbe en 1905, la moustache en 1925 à peu près, et en 1927, il avait tout rasé. Bon. Dans les années 20, son entreprise de pompes funèbres connaît une expansion vigoureuse. Ses 2 fils, Robert, votre grand-père, et Maurice, travaillent à ses côtés. En 1925, il reçoit le Grand Prix de l'exposition des arts décoratifs, probablement pour ses monuments funéraires. L'engagement
Édouard Schneeberg va le montrer dans ses années 20 en s'engageant et militant pour les valeurs républicaines. Il est membre de la Ligue des droits de l'homme, expert près de la cour d'appel. Il va présider également la Chambre syndicale des entrepreneurs en pompes funèbres pendant 22 ans, de 1914 à 1936, puis sera président d'honneur de cette même Chambre syndicale. Et enfin, en 1926, on apprend qu'il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur. Alors parlons un peu maintenant du parcours maçonnique d'Édouard Schneeberg. Il avait fait une première tentative en 1907 qui avait été refusée auprès de la loge Les Trinitaires, mais il est revenu et donc le 7 octobre 1913, il va être initié à la loge La Nouvelle Jérusalem. Il sera élevé compagnon en 1914 et maître en 1917. Il va rejoindre le Suprême Conseil de France avec le 4e degré en 1920 et il atteindra en 1926 le 33e degré, le plus haut degré du rite écossais ancien accepté, rejoignant à l'époque deux grandes figures de l'écossisme qu'il fréquentait régulièrement, Albert Lantoine, le fondateur de la loge de Portique à laquelle j'appartiens, et Oswald Wirth, un grand érudit de l'écossisme que certains doivent connaître ici. On a retrouvé dans le compte-rendu moral de l'exercice 1926-1926 du Portique, il est fait mention du frère Édouard Schneeberg pour sa grande habileté en écossisme. Édouard Schneeberg a appartenu à de nombreux ateliers de la Grande Loge de France ou du Suprême Conseil de France, citons donc la Nouvelle Jérusalem où il était initié. Il a également appartenu à la loge Le Mont Sinaï, les Trinitaires. Il va participer à la création d'une loge qui s'appelle l'Âge Nouveau, numéro 524, je ne sais pas si elle est encore active. Et au sein de la juridiction du Suprême Conseil de France, il sera membre de l'atelier de perfection, la perfection écossaise, du chapitre Les fidèles écossais et de l'aréopage lutétien. Et bien sûr, sans oublier le portique. Alors, vous trouvez toute l'histoire dans le dépliant, mais il faut comprendre qu'en 1917, devant les malheurs qui frappaient la France, les frères du Portique étaient désespérés, ils se sont dit ça ne sert à rien de continuer à vouloir défendre des valeurs, ils ont décidé de détruire la loge, mais le Conseil fédéral a décidé de la mettre simplement au sommeil, c'est une riche idée, car en 1922, elle va reprendre force et vigueur. Alors c'est à ce moment-là, effectivement, que Robert Schneeberg va nous rejoindre, et nous avons eu le plaisir de retrouver quelques convocations. Alors c'est pas forcément évident de lire de loin, mais je vais vous donner dans les archives. Ainsi, le 21 mars 1922, juste après le rallumage des feux, le frère Albert Foy traitera du sujet, je vais faire un petit zoom là-bas, peut-être que vous verrez, la Bible est-elle monothéiste? Et en bas de la convocation, il y a une note assez intéressante qui dit, je cite, « Tous les membres hébraïsants et s'intéressant à l'exégèse biblique sont instamment priés d'assister à cette tenue afin de nous apporter leur lumière. Le thème du conférencier paraît devoir apporter une solution nouvelle d'une importance aussi considérable que les découvertes d'Einstein sur la relativité de nos connaissances. » Mazette, c'est pas rien, on a envie d'être là pour savoir ce qu'ils avaient pu trouver, Albert Foy. Ou encore ici, une autre, où il est traité de la psychologie de la démocratie. Alors j'ai gardé celle-ci parce que c'était le 28 janvier 1927. On est le 20 janvier aujourd'hui, il y a 99 ans. Il traitait de la psychologie de la démocratie. Et puis dans les autres points à l'ordre du jour, il y avait une petite chose, alors c'est pas évident à lire, mais je vous le donne la lecture. Il y avait également à l'ordre du jour une batterie d'allégresse, on pourrait dire c'est une acclamation, en l'honneur d'Albert Lantoine, élevé à la dignité de membre du Suprême Conseil pour la France. Petit clin d'œil au souverain grand commandeur qui est présent ce soir. Autre élément important de la vie du Portique, un ouvrage assez singulier, achevé d'imprimer le 29 février 1928 aux éditions du Monde moderne, auquel travaillèrent Francis Forest pour le texte et Pierre-Antoine Gallien qui réalisa les illustrations en gravure sur bois, dont des portraits des frères, vous allez voir dans un instant. Nous avons pu en acquérir quelques exemplaires. Alors c'était en fait une discours qui avait été fait à l'occasion de ce qu'on appelle une Saint-Jean d'été, une fête solsticiale, par Francis Forest, tout le monde avait trouvé ça très, très bien vu, et donc il a été décidé d'en faire un ouvrage. Alors, le récit très imagé met en scène Zénon, sous les traits d'Albert Lantoine, discourant avec un jeune disciple, le jeune Polygnote, qui prend les traits de Pierre-Antoine Gallien, avec autour d'eux nombre de membres du Portique prêtant aux anciens les propos, tics ou traits des modernes. Alors voici
la chaîne d'union des 49 frères du Portique en 1927-1928. Voilà, alors c'est pas évident à voir, mais Édouard Schneeberg est en haut à droite, avec juste devant lui son fils Robert, et on va les retrouver ici, à l'intérieur du récit. Je crois que, effectivement, Michel, tu as eu l'occasion de le revoir. Donc ici, on voit Édouard et Robert nus au-dessus d'un cercueil. On dira que c'est une référence à leur profession. Les initiés verront peut-être d'autres choses. Voilà. Pour cet ouvrage très intéressant. Alors, parmi les autres actions, dans les années 30, Édouard Schneeberg va être assez actif au sein de la Grande Loge de France de cette maison. Il est élu conseiller fédéral, il deviendra grand expert, et en marge de son parcours maçonnique, il occupera des fonctions sociales au sein de la Grande Loge de France, comme délégué à l'orphelinat maçonnique, membre du Cercle républicain, administrateur de sociétés de secours mutuels, etc. Face à la montée de l'antisémitisme, y compris au sein de notre institution, il va fonder en 1934 le Comité d'action et de salut maçonnique, destiné à maintenir la propreté dans l'ordre en contrôlant admission et affiliation. Nous y reviendrons dans un instant. Et il va intégrer par cooptation en 1938 le Suprême Conseil de France. Alors, nous avons pu retracer une grande partie du parcours maçonnique d'Édouard Schneeberg à partir d'un document assez singulier. Alors, il fait une vingtaine de pages, je vais vous en raconter l'histoire. Le 19 décembre 1940, le lieutenant Moritz, chef du service anti-maçonnique de l'occupant, perquisitionne son domicile et saisit des livres, des documents, des décors maçonniques et des dossiers commerciaux. Dès le lendemain, Édouard Schneeberg ne perd pas de temps, il rédige une lettre de 20 pages, vous en voyez quelques-uns ici, qu'il va envoyer à l'officier allemand, où il résume toute sa carrière, aussi bien civile, militaire, maçonnique et professionnelle. Il précise également qu'il assure depuis le mois de juin le culte israélite à Paris, en l'absence des autorités rabbiniques. Il demande la restitution des biens saisis, invoquant la Convention de la Haye, je rappelle, en décembre 1940, et les conditions de l'armistice, concluant par ces mots: « J'attendais votre visite, j'aurais pu me débarrasser de mes documents, mais comme je vous l'ai dit, n'ayant jamais commis d'action répréhensible, je n'avais aucune raison de faire disparaître quoi que ce soit. » Nous y trouvons également un document intéressant prouvant qu'Édouard n'oubliait jamais les plus fragiles. La fraternité chez Édouard Schneeberg n'était pas seulement un mot. Ainsi, en 1933, sur ses fonds propres, il organisa un banquet pour les chômeurs qui réunit 300 convives. L'idée intéressa la Grande Loge de France, qui reprit cette idée, qui les organisa ensuite et qui existèrent jusqu'en 1939. Il est fait mention ici à l'occasion de la fête de l'ordre, on va dire que c'est en gros une fête solsticiale, c'est un peu avant Noël. Voilà. Nous disposons également, c'est une chose assez rare, de son témoignage sur ce qu'il pensait de la franc-maçonnerie. Je vais me permettre de le citer. « S'il y avait eu dans la constitution maçonnique, dans les règlements généraux, quoi que ce soit de contraire à l'honneur, au devoir envers le pays, je ne serais pas resté. Mais je trouvais que la franc-maçonnerie représentait un très bel idéal, puisqu'il permettait aux hommes de différentes conditions, de conceptions les plus diverses, de se retrouver sur le terrain de l'amour, de la justice et de la bonté, de pratiquer le bien et de travailler au mieux-être de l'humanité. » Alors oui, entre deux guerres, tout n'est pas rose, et effectivement, on va parler de l'antisémaçonnisme et de l'antisémitisme. L'antimaçonnisme s'est développé notamment depuis la fin du XIXe siècle. Voici quelques illustrations là qu'on va retrouver autour de la thématique du complot, d'une pieuvre qui foule aux pieds les valeurs républicaines et qui voudrait étouffer la France. Mais, je fais appel à Tal, si tu veux venir me rejoindre, je souhaite partager avec vous un document. C'est un courrier reçu par Édouard Schneeberg, fin décembre 1929. Alors, ce n'est pas très lisible, mais il est qualifié ici de croque-mort sur l'enveloppe. Et voici ce qu'il contenait. Alors, malheureusement, c'est un petit peu loin, mais dans la captation vidéo, vous pourrez retrouver tout ça en plus gros plan. C'est un texte pour le moins ignominieux, foncièrement antisémite, où il est également fait mention de l'appartenance maçonnique d'Édouard, sous le vocable qui apparaît en haut à gauche, frère 3 points.
L'auteur ne cache pas ses opinions politiques. À bas Blum, vive Hitler et Mussolini. On est en 29, hein, très en amont. Alors, je vais inviter donc Tal à nous donner un éclairage historique sur cette période, et pendant ce temps-là, je ferai défiler quelques images sur des unes de presse de l'époque. Bonsoir à vous. Alors, j'aime beaucoup, chacun son métier, ce courrier, parce qu'il est très intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, on est en 1929, comme ça a été dit, et c'est assez tôt. C'est assez tôt parce que, avec fin du 19e siècle, explosion de l'antisémitisme avec l'affaire Dreyfus, 14-18, Première Guerre mondiale, et en 1918, l'antisémitisme s'éteint très largement, tout simplement parce qu'en France, on passe à autre chose. Il y a eu l'union sacrée. Une partie des penseurs antisémites français, je ne vais pas les égrener, changent d'avis. Finalement, les Juifs sont des gens comme les autres. Et jusqu'au début des années 30, l'antisémitisme est, à l'époque, résiduel. À l'époque, hein, pas aujourd'hui, que ça soit très clair. Mais le terme s'applique jusqu'au début des années 30, sauf que le courrier de 1929, à une époque où l'antisémitisme est atone. Et au début des années 30, pour plusieurs raisons qui sont entremêlées, on a une explosion de l'antisémitisme. Crise de 29, c'est forcément de la faute des Juifs. Je pense que tout le monde est au courant, comme le Covid. Il y a il y a tout ce qui ne va pas, c'est ou les maçons, ou les Juifs, ou les deux. Mais en 1929, explosion de l'antisémitisme à travers l'Europe, ce qui provoque toute une série de contre-coups jusque, en fait, en Pologne. On va avoir une vague d'immigration de réfugiés, soit de personnes qui fuient l'antisémitisme, soit de personnes qui émigrent vers la France, tout simplement pour des raisons économiques. Et ça va donner un nouveau prétexte pour les antisémites pour se déchaîner. Peut-être que certains d'entre vous connaissent une photo relativement fameuse où un futur président de la République française se balade par hasard, a-t-il dit, devant une banderole disant « à bas les métèques », François Mitterrand pour ne pas le nommer. On est au milieu des années 30. Ce courrier il date de 29, donc c'est bien avant. Et il concentre tout un ensemble de choses. Alors, tu as évoqué les frères 3 points qui sont une des expressions de l'extrême droite. Est-ce qu'on voit le... J'ai pas mes lunettes du coup, j'aurais dû voir. Non, est-ce qu'on voit le bas de la lettre où il y a toute la suite de noms de Blum, Oui, en bas, ouais. Voilà, ouais. Je l'ai fait un zoom sur Et il y a un truc qui est intéressant, je pense que j'ai l'explication, mais j'en suis pas sûr à 100%. Si mon explication est bonne, le type est un traqueur de juifs à l'époque, parce que vous avez toute une série de noms, et puis vous pouvez voir moche. Donc vous avez deux façons de le lire, les moches, ou un jeu de mots pourri, sur Jules Mock, qui à l'époque n'est pas encore le futur ministre à plusieurs reprises après la guerre de la 4e République, et qui a été une personnalité importante à l'époque de la SFIO. Donc si c'est effectivement Jules Mock, qui à l'époque n'est pas encore quelqu'un de connu en 1929, c'est simplement, entre guillemets, un député SFIO, on a un fiefé forcené antisémite, par ailleurs anti-maçon, mais ça va souvent de pair, je ne connais pas trop d'anti-maçons qui ne soient pas antisémites et vice-versa. Et le courrier est vraiment intéressant parce qu'on a un concentré d'ignominie, mais de manière c'est très précurseur par rapport à la tendance qui va exploser dans les années 30, à partir de 33-34 en France. Il est de bon ton d'être antisémite, et quand je vous dis il est de bon ton, à gauche vous avez le péril juif. En fait, on va avoir une explosion à partir de 1920, donc les publications des protocoles des sages de Sion, je vais m'arrêter sur les protocoles des sages de... si tu reviens en arrière, voilà. En fait, c'est les protocoles des sages de Sion qui reprend une imagerie qui existe à partir de la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui, et avec un truc intéressant. Alors, on s'offusque à juste titre que des éditeurs soient tentés, il y a quelques années, de rééditer les pamphlets de Céline, par exemple. Il ne faut vraiment pas croire que les éditeurs aient une conscience. Les éditeurs publient ce qui se vend. En 1920, le péril juif est un succès mondial. Ça s'est vendu. Donc, et je peux vous citer toutes les grandes maisons qui existent jusqu'à aujourd'hui. Elles vont créer des collections dans la foulée de ça, dont une qui s'appelle le péril juif, en gros, voilà, qui va très bien fonctionner. Il ne faut pas oublier que Drummond, la France juive, ça a été un carton éditorial. Donc, penser qu'il y a une conscience quand on peut vendre du livre, non. Les livres antisémites ont très bien marché. Dans l'entre-deux-guerres, les éditeurs ont choisi de gagner de l'argent, et après tout, pourquoi pas, grâce à ça. Quand je dis pourquoi pas, je vous laisse juge du « est-ce que ».
on a une conscience ou pas, mais penser qu'aujourd'hui, on est à l'abri de voir des grandes maisons d'édition republier des trucs ignominieux, c'est se leurrer. Le Péril juif est une des grandes collections de l'entre-deux-guerres où on publie des... Enfin, pas de l'entre-deux-guerres jusqu'en 1945, parce que entre 40 et 45, il y a une tendance qui fonctionne plutôt bien. Merci Tal. Je te rappellerai tout à l'heure pour autre chose. Celle-ci est assez intéressante. C'est l'Action française qui publie ça, parce que Max Dormois a dit « un juif vaut bien un breton », et donc effectivement, il le détourne effectivement dans une démarche dans laquelle effectivement, depuis quand un juif vaudrait un breton pur jus. Enfin voilà, là c'est l'Action française, je suis partout. Enfin, vous avez un certain nombre, la libre parole, voilà, les unes de journaux qui s'enchaînent. Alors, on va reprendre l'histoire, vous la connaissez tous, hein, septembre 1939, la guerre est déclarée, et en juin 40, la débâcle, la France capitule, avec la mise en place de la ligne de démarcation et du gouvernement de Vichy avec le maréchal Pétain à sa tête, qui très vite va s'octroyer les pleins pouvoirs. Le 25 juin 1940, donc quelques jours après cette capitulation, Édouard Schneeberg dirige le premier service de la France occupée à la grande synagogue de la rue de la Victoire. Mais surtout, ce qu'on va comprendre, c'est que maintenant, ça va aller très très vite. Et on y reviendra avec Tal dans un instant. C'est pas un saut d'un coup, mais il va y avoir un enchaînement de petites choses qui très très vite vont s'enchaîner. Alors, là c'est difficile malheureusement de le lire, mais le 13 août 1940, soit moins de 2 mois après la fin dramatique de la campagne de France et l'armistice, le régime de Vichy promulgue une loi interdisant les sociétés secrètes. Il y a eu cette première loi dès le début août et avant la loi d'octobre sur le statut des Juifs, mais on voit bien qu'effectivement pour Vichy, on va voir dans une autre... Le vrai danger, c'est le maçon. Le Juif n'a pas choisi, il est né comme ça, le maçon, il a choisi de le devenir. Enfin, c'est une idéologie un peu surprenante. Et puis, donc, notamment dans l'article 6, la loi précise des circonstances aggravantes, celle d'avoir atteint du 18e au 33e degré, c'était le cas pour Édouard, et avoir occupé une charge, il avait été notamment grand expert, il était au Conseil fédéral. Le 12 novembre, le maréchal Pétain confie à Bernard Fay, professeur au Collège de France, administrateur de la Bibliothèque nationale, l'impression d'un quelqu'un qui est quand même d'un certain niveau, hein, il va lui confier la direction du service des sociétés secrètes, qui va être installé symboliquement dans l'hôtel du Grand Orient de France, rue Cadet à Paris. Alors, nous le savons, nous, au Portique, par nos propres archives, hein, le Portique va entrer en clandestinité à cette période-là, et notamment va continuer à travailler, alors pas ici, puisque les locaux vont être interdits d'accès, mais on sait par exemple que le 25 décembre 1940, 5 mois après cette loi interdisant les sociétés secrètes, le Portique va initier le docteur Nguyen Van Dong, qui est un médecin acupuncteur. On sait également qu'un certain nombre d'autres de nos frères vont entrer en résistance. Nous sommes ici dans le temple Pierre Brossolette, une grande figure de l'engagement et de la résistance. Alors, je l'ai dit, pour Pétain, c'est clair, hein, la franc-maçonnerie est la principale responsable des malheurs de la France. Il y aura une nouvelle loi, le 11 août 1941, qui imposera la publication au journal officiel des dignitaires. J'ai repris effectivement ce qui est là-dessus. Donc, le nom d'Édouard Schneeberg y figure, hein, en disant qu'il était 33e degré, membre du Conseil fédéral de la Grande Loge, grand expert, etc., membre du Suprême Conseil depuis 1938, publication au JO. Donc, parmi les conséquences directes pour Édouard, hormis de ces lois antimaçonniques, outre la publication qu'on voit ici, eh bien, il y aura la perquisition dont j'ai parlé en décembre 40, et puis un certain nombre d'interrogatoires qu'il va subir. En témoigne cette fiche. Alors, malheureusement, elle est un peu difficile, mais elle a été établie par le service des sociétés secrètes. On a retrouvé celle de Robert et celle de Maurice également dans les archives de Michel. Tout est référencé, tout son parcours maçonnique. Et je voulais juste faire un petit clin d'œil et noter sur la page de droite, dans la note manuscrite, il est fait mention d'un frère Schneeberg ayant participé à la réunion du 9 décembre 1938 où fut décidée la création de la loge 676, l'abbé Grégoire. Alors c'est un petit clin d'œil parce que cette loge se réunit ce soir et devait occuper ce temple et nous ont gentiment laissé la place pour aller travailler ailleurs, donc c'était pour les saluer. Alors on va revenir, et là je vais demander à Tal si tu veux bien me rejoindre de nouveau.
pour nous parler des lois sur le statut des Juifs et l'ordonnance de 42. Enfin, on va voir l'enchaînement, si tu veux bien prendre la parole. Je te remercie. Donc, il y a la loi du... En combien de temps? 4-5 minutes, si Okay. tu peux. Bon. Donc, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais il y a plusieurs choses, y compris dans la lettre que Édouard Schneeberg a envoyée en décembre 40 à Moritz, qui sont très importantes. D'abord, dans son courrier, justement, il y a quelque chose de très important, et ça va permettre d'amorcer ça. Il rappelle la Convention de La Haye. C'est bien parce que c'est le seul qui y pense en 1940, parce que pour Vichy, la Convention de La Haye n'existe pas. La Convention de La Haye explique que les populations civiles doivent être épargnées, la France est signataire. Je le dis parce qu'on a une série d'hurluberlus depuis 1945 qui nous explique, alors à intervalles réguliers, au moment d'abord des procès de la Haute Cour de justice, je ne suis pas chargé de la technique, moi. Je te demande de parler plus près du micro, s'il te plaît. Mais c'était mal orienté. Au moment des procès devant la Haute Cour de justice, d'un coup, Pétain et ses hommes ont expliqué qu'ils avaient protégé les Juifs français en sacrifiant les étrangers. Ce qui est faux. Puis, au milieu des années 60, Aron, pas le philosophe, mais son cousin, a pondu une histoire de Vichy très favorable à Pétain, qui a été démontée par une série d'historiens dont Serge Klarsfeld, Michael Marus et Robert Paxton. Et depuis quelques années, un type qui a à peu près les mêmes capacités que moi en médecine, se prend pour un historien, je pense que j'ai pas besoin de citer son nom, vous le connaissez à peu près toutes et tous, et sa compagne va se présenter à la mairie de Paris. Voilà. Comme ça, vous voyez à peu près de qui je parle. Éric Zemmour s'est piqué d'expliquer que Vichy n'avait pas le choix et avait sacrifié les Juifs étrangers contre les Juifs français. C'est faux. Il n'y a pas ni de ça. Octobre 1940, Vichy va adopter le statut des Juifs qui exclut les Juifs de la fonction publique française. Il n'y a que les Juifs français qui peuvent être membres de la fonction publique française. Voilà. Donc c'est les Juifs français qui sont la cible. En juillet, août 41, il y a une série de lois qui imposent le recensement des Juifs. Alors, loi du 2 juin 41, mise en œuvre en juillet 41, c'est tous les Juifs de France, y compris l'Empire colonial, y compris Saint-Pierre et Miquelon, y compris l'Indochine, partout. Toutes les administrations vont chercher où il y a des Juifs. Français, étrangers, c'est la même chose. Un mois plus tard, loi sur la spoliation des Juifs. Ceux qui ont des propriétés en France, qu'elles soient immobilières ou qu'il s'agisse d'entreprises, ce sont forcément des Juifs français. Donc les Juifs français ont toujours été la cible de Vichy, contrairement à ce qui a été raconté. Édouard Schneeberg a été arrêté et déporté à l'été 1943, Juif français, et en soi, il serait absurde même de parler de Français ou d'étrangers. C'est quelqu'un qui se trouve en France et qui aurait dû être protégé en tant qu'individu vivant en France. Maintenant, et c'est là un des problèmes pour comprendre ce qui s'est passé sous Vichy, c'est pas un reproche, vous avez l'ordonnance allemande du 29 mai 42 qui impose le statut des Juifs, le port de l'étoile en zone occupée, loi allemande qui s'applique uniquement en zone occupée. Et c'est là où il y a quelque chose qui est très compliqué à comprendre. Vichy est souverain sur l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire aussi bien sur la zone libre que sur la zone occupée, que sur le Nord-Pas-de-Calais qui est rattaché au gouvernement militaire allemand de Bruxelles. Et que ça, c'est la loi française, statut des Juifs, daté du 3 octobre 1940, qui s'applique à l'ensemble du territoire national, qui ne s'arrête pas à Lille ni à Ajaccio, mais qui va à Alger, Tamanrasset et tout ce que vous voulez. Il faut vraiment avoir ça en tête. Ça s'applique sur le deuxième empire colonial du monde. Ensuite, il y a les textes allemands qui s'appliquent sur la zone occupée. Il y a la première ordonnance datée du 27 septembre 40 qui impose aux Juifs de se faire recenser auprès de la préfecture de police de Paris. Et donc, les Juifs parisiens, ou les Juifs à Nantes ou les Juifs à Brest, vont devoir se soumettre à un double train de lois, la loi française et la loi allemande. Mais, et dernière subtilité, il y a des Juifs à Lille, à Lens, etc., ils vont être soumis à la loi française, celle de Vichy, et à la loi allemande pour la Belgique. Parce que là, c'est le territoire qui est rattaché au gouvernement militaire allemand de Bruxelles. Ce qui fait 3 trains de loi différents, ce qui fait 3 périodicités de persécution différentes. Si je le résume, et je m'arrête là-dessus, en matière d'arrestation, rafle du Veldiv, qui est la plus importante en zone occupée, mais c'est pas la première, il y en a d'autres qui commencent en dehors de la région parisienne, 16-17 juillet 42, rafle en zone libre, où il n'y a pas d'Allemands, Vichy arrête les Juifs pour le compte des Allemands, c'est 26 août 42, et dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est 11 septembre 1942. Tout simplement parce qu'il y a 3 autorités différentes qui sont à la manœuvre. Ce qui vous explique pourquoi vous avez une grande diversité de lois
et je vais juste conclure sur une chose. En bas à gauche, vous avez une affiche apposée dans la devanture d'un magasin à Paris. Je sais que c'est à Paris, parce que c'est en allemand et en français. Enfin, et en plus, je la connais forcément, c'est mon boulot, mais elle est en allemand et en français. Si vous êtes en zone libre, il n'y a que du français. Sauf que c'est sur instruction française. Donc il faut vraiment comprendre que Vichy est un gouvernement souverain, que les Allemands peuvent insister lourdement auprès des autorités françaises pour que les autorités françaises adoptent une loi, mais si Vichy ne veut pas, les Allemands les laissent tranquilles. L'étoile jaune, Vichy n'en a pas voulu parce que Vichy a vu les conséquences de ce qui s'est passé en zone occupée, ça a rendu les Juifs sympathiques pour une partie des Français. Vichy n'en a jamais voulu. Quand les Allemands sont rentrés en zone libre, qui devient ensuite appelée zone sud, ils ne vont jamais l'introduire. Et cet exemple permet de comprendre une chose, Vichy a fait ce qu'il voulait, y compris en matière d'arrestation de juifs, y compris en matière de persécution, et que toutes les âneries qui sont colportées à intervalles réguliers dans ce domaine-là sont des avis de café du commerce qui n'ont aucun fondement en droit ou d'un point de vue factuel. Merci Tal. On voit donc effectivement en quelques mois, par des actions successives, on va passer de la ségrégation à l'extermination. C'est ça qui se met en place en quelques temps. Alors, il va être temps de conclure cette évocation. Édouard Schneeberg, qui a été plusieurs fois menacé, va juger alors prudent d'envoyer sa famille en province, tandis que lui reste à son poste dans ses bureaux. La famille a pu échapper au camp et son fils Robert s'est engagé, votre grand-père donc, s'est engagé dans la résistance et il reprendra l'entreprise familiale à la Libération. Alors là, c'est pas très lisible, mais c'est la liste des internés juifs du camp de Drancy du 17 décembre 1941 où figure le nom d'Édouard Schneeberg. Il a été arrêté le 14 septembre 1941 parce que juif. Il a 65 ans, interné à Drancy. Et on sait qu'il va organiser, dès le 26 septembre, peu de temps après son arrivée, des offices religieux pour les internés, comme il l'avait fait rue de la Victoire. Il parvient à être libéré en décembre, mais il est très affaibli. On a retrouvé un témoignage de quelqu'un qui est passé à son domicile, qui l'a vu et qui dit il est très très faible, il va pas bien. Et il va être de nouveau arrêté en avril 1942 et le 31 juillet 1943. Le convoi numéro 58 l'emporte vers Auschwitz et il meurt assassiné le 5 août 1943. Il a 67 ans. Alors on s'est permis de faire appel à l'IA pour redonner un sourire à Édouard et de la couleur. Voilà à peu près comme il était quand il est rentré au Portique en 1922. Cet homme qui avait consacré sa vie à construire des monuments funéraires pour ses contemporains et pour ses frères est mort sans sépulture. Son nom figure au mémorial de la Shoah et lundi prochain, la plaque apposée au 43 rue de la Victoire rappellera à tous son existence, son martyre, mais aussi son engagement. L'engagement à hauteur d'homme pour Édouard Schneeberg, ce furent ses actions sociales et humanitaires, comme lorsqu'il offrit sur ses fonds propres un banquet pour 300 chômeurs en 1933. L'engagement à hauteur d'homme pour Édouard Schneeberg, ce fut de toujours continuer à réaffirmer ses convictions et ses valeurs face à l'occupant en 1940. L'engagement à hauteur d'homme pour Édouard Schneeberg, ce fut enfin, au cœur des ténèbres de la guerre, à continuer de porter une parcelle d'espoir et de lumière quand, interné à Drancy en 1941, il organise des offices religieux pour les internés. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est ceci. Édouard Schneeberg fait partie de ces hommes qui ont cru à la fraternité, à la raison, à la dignité humaine. Sa vie raconte l'histoire d'un idéal brisé par la barbarie. Aussi, en ces temps troublés que nous vivons aujourd'hui, je propose que pour honorer sa mémoire, le Conseil fédéral, nous avons quelques représentants ici, envisage de donner le nom d'Édouard Schneeberg à l'un des temples de la Grande Loge de France. Je vous remercie. Il va être temps maintenant de passer à la table ronde qui sera animée par Arnaud Lestan, vénérable maître de la Loge Le Portique, tu peux monter, je pense, avec le réalisateur Michel Hazanavicius et l'historien Tal Brutman.
Bonsoir, chers amis connus et chers amis inconnus. Nous allons donc continuer cette soirée avec Tal Brutman, que vous avez déjà entendu, et puis Michel Hazanavicius, qui nous font le plaisir tous les deux d'avoir accepté cette invitation et de venir partager leurs travaux, leurs recherches, leurs actions. Alors nous avons souhaité les réunir avec une conviction, c'est que une conviction, donc plus qu'une intuition, effectivement, c'est une conviction, c'est que si l'histoire ne se répète pas toujours, et encore, en ce moment, on pourrait vraiment se poser la question, si l'histoire ne se répète pas toujours, les dilemmes humains, eux, ils reviennent sans cesse. Les dilemmes humains reviennent sans cesse. C'est sur cette thématique et dans cette logique que nous allons échanger ensemble avec Tal et avec Michel. Alors, pour commencer, je vais quand même dire quelques mots sur Tal Brutman et Michel Hazanavicius. Tal, vous êtes un historien et un chercheur reconnu comme l'un des experts majeurs de l'antisémitisme au XXe siècle en France et de la Shoah. Votre travail se distingue particulièrement, et arrêtez-moi si je me trompe, arrête-moi si je me trompe, par une approche locale, de terrain. Vous êtes attentif au comportement individuel, aux faits concrets, aux gestes ordinaires, aux marges de manœuvre des individus dans leur histoire. Votre travail est assez minutieux. Il démontre souvent que la responsabilité n'est jamais totalement diluée dans les systèmes, que les persécutions sont aussi une accumulation de décisions humaines et pas uniquement issues de grandes idéologies. Et aussi, et ainsi, je dirais, pour le dire aussi simplement, que la Shoah n'a pas commencé ou ne commence pas à la gare d'Auschwitz, mais bien avant, ici, sur le territoire français aussi. Et j'aurai l'occasion de reparler de votre ouvrage, d'ailleurs, qui le montre avec les photos et avec force. Alors, pour finir de vous présenter, je vais également reprendre quelques mots d'Annette Vievorka dans la préface de votre ouvrage, justement, sur la logique des bourreaux. Si vous me permettez, c'est pas très très long, mais c'est... Pardon ? Oh, pas si vieux que ça. Bon, c'est toujours aussi juste, hein, toujours est-il. Alors, Annette Vievorka dit de vous, on l'aura constaté, nous sommes ici devant un travail pionnier. Il retouche la vision de l'Isère dans la guerre et, par ricochet, permet de poser de nouvelles questions sur l'histoire générale de la persécution des Juifs en France. Il montre aussi ce que la nouvelle génération d'historiens est capable de faire grâce aux archives désormais largement accessibles. Encore faut-il être capable de les lire, ce que sait faire Tal Brutman avec modestie, probité et intelligence. Tal Brutman nous a montré qu'il n'y a pas de mémoire sans travail historique préalable. De cela, nous devons tous lui savoir gré. Michel. Alors Michel, vous êtes bien sûr l'homme de la classe américaine, bien sûr des deux premiers OSS, de The Artist et de beaucoup d'autres films qui nous ont donné beaucoup de plaisir. Mais je veux surtout ce soir rappeler 3 de vos actions qui finalement fondent votre présence ici aujourd'hui à nos côtés. La première, c'est qu'en 2024, vous avez réalisé Dessin compris, et ça a son importance puisque dans les carnets d'Ukraine dont on va parler aussi tout à l'heure, vous avez dessiné. Donc dessin compris, vous avez réalisé la plus précieuse des marchandises. Alors titre du livre éponyme de Jean-Claude Grimberg, un film d'animation qui raconte l'histoire d'une fillette sauvée par un couple de bûcherons durant la Shoah. Alors, je ne vais pas spolier le film pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ils sont pas nombreux parce que ça a été quand même aussi un gros succès. Je vais juste dire que c'est un conte magnifique sur le fond et sur la forme, et surtout un conte utile. Deuxième élément que je voulais souligner dans votre parcours, c'est votre engagement en tant qu'ambassadeur de United 24. United 24, c'est la plateforme qui œuvre pour la défense et la reconstruction de l'Ukraine, u24.gov.ua. Vous avez assez rapidement fait une campagne de levée de fonds extrêmement importante avec les gens du cinéma. Arrêtez-moi si je me trompe, mais vous avez quand même levé 250 000 € et envoyé cet argent en Ukraine pour soutenir et les populations civiles et les populations militaires.
C'est trop fort. C'est trop fort, René, c'est ça? D'accord, vous entendez très mal et vous avez tous très mal aux oreilles. Donc, voilà, les réglages son ne sont pas toujours d'une finesse absolue. Merci René, je ne ferai pas souffrir tout le monde plus longtemps. Donc u24.gov.ua, je vous invite aussi à aller voir cette plateforme ce soir, demain ou après-demain. Aujourd'hui, il y a des populations ukrainiennes, notamment des enfants, qui ont besoin de retourner à l'école et donc d'avoir des générateurs pour avoir de la lumière et de l'électricité. Et en ce moment aussi, il fait relativement froid en Ukraine, ils ont besoin de chauffage. Vous pourrez aussi financer, si vous voulez, ou d'autres actions. Enfin, vous êtes aussi l'auteur des carnets d'Ukraine. Alors, je les montre, mais vous aurez l'occasion de voir cet ouvrage aussi à la fin, puisqu'il sera en vente ici, et Michel aura la joie de les dédicacer. Auteur des carnets d'Ukraine, ce qui nous plonge finalement au cœur de notre sujet ce soir. Je ne vais pas parler plus longtemps. On va commencer tout de suite, effectivement, par parler des carnets d'Ukraine. Je règle pas de règles du jeu. Donc, Tal, vous intervenez. J'ai aussi des questions pour toi, mais tu peux couper la parole de Michel et ça peut être un échange aussi, un échange. Michel, donc, est-ce que tu peux nous présenter ces carnets? Pourquoi et dans quelles circonstances tu as été amené à les écrire, à les dessiner, et peut-être aussi, alors là je te laisse voir, mais nous parler de Vassil, parce qu'à un moment je les réalisais hier, Vassil que tu as rencontré, tu dis dans tes carnets qu'il a été aussi un élément déclencheur finalement aussi dans cette écriture. Bonsoir déjà à tous. Oui, en fait, ça s'est passé dès le début de ce qu'on appelle la grande invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Il y a eu beaucoup en France de mouvements de solidarité. Il y a une grande solidarité pour le peuple ukrainien. Donc voilà, j'ai fait partie de ce truc-là et j'ai organisé, comme vous l'avez dit, une vente aux enchères qui a rapporté 250 000 euros. Et donc, à la suite de cette somme-là, enfin du fait d'avoir donné cette somme-là, cette plateforme créée par le président Zelensky m'a proposé d'être ambassadeur. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai été amené à aller plusieurs fois à Kiev. Et au cours de ces voyages, j'ai rencontré plusieurs personnes, dont un militaire qui s'appelle Kolia, qui m'a dit: il faut absolument que tu viennes sur le front, rencontrer les gars et tout ça. Donc j'ai dit OK. Mais disons, moi, j'ai jamais été. Je suis pas reporter de guerre. Je fais des films. Les films que vous avez cités montrent bien à quel point je suis loin de tout ça. Et en fait, donc tout d'un coup, c'était une proposition un petit peu étrange parce que, enfin, je voulais pas aller faire du tourisme là-bas, quoi. Enfin, il y avait un truc un peu. Il fallait que j'en fasse quelque chose. Donc l'idée est venue effectivement d'essayer en tout cas d'en faire un livre. Et si ce livre était amené à voir le jour, de donner les droits d'auteur et les droits d'éditeur à cette plateforme. Ce que par ailleurs nous venons de faire cette semaine avec l'éditeur. Donc c'est 26 000 euros que nous avons donné par ailleurs. Et donc à Kiev, avant d'aller là-bas, effectivement, ce militaire dont je vous ai parlé, qui s'appelle Kolia, qui est poète, chanteur, qui est animateur de télé, a créé une unité qui au départ était un peu informelle et qui est devenue maintenant une vraie unité de l'armée ukrainienne, qui s'appelle les Forces culturelles, et qui consiste à organiser sur le front des concerts, des représentations de marionnettes, même de comiques, de chanteurs, de musique traditionnelle, etc. Pour, en fait, ça a plusieurs vertus, mais notamment, pour le résumer, je dirais ramener des petites parenthèses de paix à des gens qui sont sur le front, 7 jours sur 7, quoi. Et lui, il m'a emmené dans un hôpital militaire et pour aller voir un Vassil, donc, qui était un acteur très connu là-bas, qui en même temps était sur tous les murs de Kiev parce qu'il avait un film qui sortait sur les murs, sur ses affiches. Il faisait une espèce de guerrier cosaque assez magnifique, hyper fort, enfin très héroïque. Et le type que j'ai vu, il avait un trou dans la tête comme ça, il sortait du coma, il avait un tout petit filet de voix, etc. Et il m'a attrapé la main comme ça, et puis
enfin, il me parlait vraiment tout doucement. C'était sa femme qui parlait, qui traduisait. Et c'était un moment très, très émouvant parce que le contraste de ce type que je voyais comme un acteur vedette, comme des gens que je peux croiser dans mon quotidien, tout d'un coup, je voyais, j'étais dans une salle d'un hôpital militaire qui ressemble aux images que moi je connais de la Première Guerre mondiale. C'est à ça que ça ressemblait, quoi. Et donc voilà, donc c'est un peu. Alors, et Vassil est mort quelques mois après de ses blessures. Et donc voilà, donc effectivement, il a été aussi un moment de bascule qui a fait qui a peut-être ancré encore un peu plus ma volonté de donner un petit coup de main, quoi. Voilà. Juste pour continuer sur les forces culturelles, j'ai noté qu'il y a une phrase que disait Artem et que vous avez et que tu as remis que tu as mis dans ton livre. Artem dit à propos des forces culturelles, alors c'est un truc très animal d'être aux aguets tout le temps, et la musique, la poésie, c'est l'humanité. À la guerre, tu es au niveau le plus bas de la pyramide de Maslow, et quand on joue pour eux, pour les soldats, on leur apporte de l'humain, de l'affection. Alors, vous avez constaté, vous relatez dans les carnets justement un de ces moments un peu magiques d'ailleurs, où Artem commence à jouer, je crois que c'est Artem, qui commence à chanter. Au départ, ça prend pas trop, et puis tout d'un coup, quand il parle des bratniks, des bratiks, pardon, ça veut dire frangin en plus en ukrainien, ce qui est assez cocasse pour cette soirée. Mais Bratik, à ce moment-là, en fait, on voit bien que l'engagement culturel, pour le coup, en fait, il remonte le moral des engagés militaires, il remonte, il se passe quelque chose d'une communion assez incroyable. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai pu expérimenter, ce que j'ai pu voir, c'est que la musique, l'humour, le fait de raconter une histoire, le fait de transmettre quelque chose de manière transposée, onirique, poétique, humoristique, crée un lien et qui ramène tous ces gars qui sont des soldats, qui sont vraiment, qui se sont formatés, programmés pour être des guerriers. Et tout d'un coup, quand je vous disais une petite parenthèse de paix, ça les ramène à une humanité qui sont un peu condamnés à mettre de côté pour pouvoir être de bons guerriers, justement. Et donc voilà, l'idée, c'est aussi qu'ils ne deviennent pas fous, mais c'est aussi de préparer, pour avoir parlé un petit peu avec Kolia, c'est aussi de préparer leur retour à la vie civile, parce que ça va être un problème, c'est un problème auquel les Ukrainiens pensent ça fait déjà longtemps qu'ils y pensent. Olena Zelenska, la première dame, organise, je crois, tous les ans, mais depuis 2 ans, des colloques sur les traumatismes, d'après-guerre des soldats, mais de toute la nation. Et donc, c'est comment leur garder de l'humanité, comment faire en sorte qu'ils restent des humains. Mais effectivement, ce dont j'ai été témoin, c'est des guerriers vraiment des costauds, quoi, qui soit peuvent s'effondrer en larmes, soit complètement relâcher leur corps, voire, je pense à une des représentations où on est arrivé dans une compagnie qui revenait de l'entraînement et ils partaient le lendemain sur le front, donc ils étaient hyper tendus, concentrés, etc. D'autant plus qu'un des soldats s'était suicidé dans la journée, donc l'ambiance était vraiment extrêmement tendue. Et les gars ont commencé à jouer, ça s'est un petit peu détendu et tout ça. Puis il y en a un qui s'appelle Roman, qui par ailleurs est aussi scénariste, comique. Et il s'est mis à raconter des blagues, mais des blagues, c'est pas des blagues, c'est de ses expériences de soldats, il les a partagées. Et là, j'ai vu les corps complètement se relâcher. Et des types qui étaient des guerriers, comme des gamins avec des crises de fou rire. Et tout d'un coup, il y a une humanité qui est remontée, je sais pas comment dire. J'étais avec un autre gars qui accompagne les forces culturelles et qui m'a dit c'est un magicien, il fait ça tous les soirs. Et effectivement, c'était très émouvant de voir
la magie. Et par ailleurs, un des très grands, un des héros nationaux, qui est un chef de brigade, un chef militaire, etc., en parlant à Kolia, lui avait dit, en fait, tes gars, là, franchement, sur un champ de bataille, c'est zéro. En revanche, ce que vous faites, il faut absolument continuer parce que c'est là où vous êtes le plus efficace, etc. Donc l'armée ukrainienne a eu aussi l'intelligence de les accompagner dans la création d'une unité tout à fait officielle et intégrée officiellement à l'armée. Ils ont commencé, Kolia était tout seul, ensuite il a trouvé une guitare, ensuite il a été rejoint par un type, puis un violoniste, et aujourd'hui ils sont 160 dans l'unité, en plus des artistes qui vont jouer. Alors, justement, à côté de Kolia, il y a aussi un autre personnage, un autre personnage qui s'appelle Tolia. Et quand on lit le parcours de Tolia avant février 2022, et puis les premières journées justement de l'invasion, on est vraiment marqué par deux choses. La première, c'est finalement un personnage qui nous ressemble énormément. Nous, Français, particulièrement Parisiens, dans un pays occidental très développé. Et puis, donc ça, c'est la première chose, l'identification potentielle qu'on peut avoir par rapport à Tolia. Et la deuxième chose, c'est le sang-froid et la détermination des choix qu'il fait dans les premières heures tout de suite. Est-ce que tu peux nous en parler justement de qui il était avant le 22 février et de ce qu'il a fait dans les jours qui ont suivi l'invasion? Oui, Tolia, j'allais dire il est exemplaire, mais en fait, en vrai, personne n'est exemplaire parce qu'il y a un truc que vous avez dit sur le travail de Tal qui a fait écho à l'expérience que moi j'ai pu avoir, c'est qu'en fait, moi j'ai vu une addition d'individus, j'ai pas vu une photographie micro du peuple ukrainien. Ils ont chacun leur histoire. Après, il y a des motifs, il y a des gens qui ont fait des choix qu'on retrouve. Il y en a qui ont fait le choix immédiat de l'engagement. Il y en a pour qui ça a été un choix plus réfléchi, plus long. Mais enfin, chacun un peu a sa propre histoire. Ils ont tous fait ce choix-là, mais c'est pas une photographie. Encore une fois, il n'est pas exemplaire. Il est lui, quoi. Lui, c'est effectivement, par contre, la capacité pour nous à se reconnaître dans des destins comme le sien, effectivement, moi, ça m'a frappé. C'est-à-dire que lui, c'est un avocat à succès. Il a 2 bureaux, un à Odessa, un à Kiev. Il emploie plein de personnes. C'est un type riche. Et du jour au lendemain, il sent la veille que ça. Il fait partie de ceux qui ont compris, même si c'était la veille, mais que ça allait taper. Il prend sa famille, il fait croire aux enfants qu'il va au ski, il met tout le monde à l'abri. Le lendemain matin, 5h30 du matin, les premières bombes explosent à Kiev, c'est la panique partout. Il fait venir le maximum de personnes dans l'hôtel, il loue toutes les chambres. Ensuite, il envoie sa famille au Monténégro. Il dit à sa femme, il ment à sa femme, et c'est assez touchant parce qu'il est 2 ans après, il a du mal encore à assumer ce mensonge. Il ment à sa femme, il dit « je suis obligé comme réserviste de revenir dans l'armée » alors qu'il n'était pas obligé. Il s'engage dans l'armée et depuis le 24 février 2022, là, moi, il me conduisait en voiture, quoi. C'est-à-dire c'est un avocat à succès qui s'est mis au service. Alors, il est aussi avocat, il a permis de monter les forces culturelles, etc. Mais il est totalement au service d'une mission. Il est, comme beaucoup d'entre eux, ça par contre c'est un vrai motif qui revient, la guerre c'est un sacrifice pour tous. Alors lui, vous dites qu'il nous ressemble et tout, mais en fait tous, qu'ils soient soudeurs, marchands de meubles, chanteurs, graphistes, web designers, etc., c'est vraiment la société civile qui se retrouve tout d'un coup tous à se battre pour la même chose. Et c'est vrai que moi, avant d'avoir été sur une zone de guerre, j'ai toujours été très, très protégé. Enfin, je pense qu'on fait tous partie ici d'une génération peut-être quasi unique dans l'histoire du monde. On n'a pas connu de guerre. Enfin, je ne sais pas qui peut se targuer dans l'histoire du monde d'avoir été aussi protégé que nous. Et donc, moi, quand on me disait la guerre, pour moi, la guerre, c'était soit la Deuxième Guerre mondiale, il y a longtemps, soit un truc qui se passe loin, quoi.
Mais tout d'un coup, en allant là-bas, eux, ils m'ont raconté exactement la même chose avant que ça leur arrive. Ils disaient, mais nous, on n'y croyait pas, ils sont tous pacifistes, etc. Et en fait, je me suis reconnu en eux avant la guerre. Et tout d'un coup, d'un voyage que je croyais être dans le passé, en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être un voyage dans le futur, en vrai, parce que on est tellement ce qu'ils étaient avant qu'ils n'ont tellement pas anticipé. Vous avez parlé beaucoup tout à l'heure de l'entre-deux-guerres, mais en fait, l'histoire du monde, c'est des guerres et des entre-deux-guerres. En fait, ça a été que ça, quoi. Donc, vu que là, on n'est pas en guerre, on est quand même a priori, on est dans un entre-deux-guerres, quoi. Alors, Sympa. Hein, oui, bonne année, c'est vrai, c'est tous mes vœux. Justement, pour continuer un peu dans cette tonalité, je voudrais citer Tolia et puis aussi une de vos réflexions. Tolia dit que c'est quand même un truc bizarre dans une vie de faire la guerre. Jamais je n'aurais pensé que ça pouvait m'arriver. Et vous, Michel, de partager. Au plus profond de moi, j'ai ressenti que je pourrais dire cette phrase un jour, que nous pourrions la dire un jour, dans cette petite phrase, cette manière simple, si simple de raconter ce qu'il avait vécu, je nous ai reconnus. Vous pensez toujours que vous pourrez dire cette petite phrase ou que on pourra dire, nous, cette petite phrase? Oui, alors c'est pas Tolia qui m'avait dit ça, j'avais été à Irpin, Irpin c'est une petite ville de banlieue, c'est une ville héroïque, où ils ont arrêté l'armée russe qui était très très proche de Kiev. Et donc c'était un type qui s'était battu, puis il me montrait les photos de lui avec ses potes, avec des mitraillettes, etc. Et franchement, enfin, c'était un type... enfin vraiment qu'on croise tous les jours ici, quoi. Et puis c'est comme si à un moment donné il était dans sa tête comme ça, il y avait eu un moment de silence et il me fait c'est quand même bizarre, quoi, de faire la guerre. Et oui, je suis complètement reconnu dans cette espèce de naïveté, enfin profondément pacifique, quoi. C'est-à-dire la guerre ne faisait pas partie du champ des possibles, quoi. Donc oui, je pense qu'on est dans cette innocence-là. Ouais. Même là, maintenant, on sent quand même tous que ce genre de discours se rapproche, etc. Ils sont de plus en plus près de nous, mais on est quand même dans une forme de déni, je pense. Enfin, je crois. Non, je préfère l'écouter, c'est plus intéressant. Pour continuer sur d'autres personnalités que vous avez rencontrées, Michel, au fil de vos rencontres, il y a quelque chose qui frappe aussi, c'est la rapidité avec laquelle beaucoup de vos interlocuteurs se sont posé la question « Quelle est ma place dans cette guerre ?» le 22 février, et la rapidité aussi avec laquelle ils ont répondu. Alors c'est d'autant plus frappant, et là aussi on peut faire un parallèle avec ce qu'on vit aussi aujourd'hui, c'est que la société ukrainienne, avant les émeutes de Maïdan, elle se vivait souvent, elle se décrivait souvent comme divisée, désorganisée, individualisée. Alors là aussi, je reprendrai un verbatim de vos carnets. Tout le monde est étrangement à sa place, non pas que les hommes soient à leur place à la guerre, mais quand la guerre est là physiquement tout autour de vous, il n'y a plus la place pour prétendre ou pour faire semblant, comme si chacun était dans un moment de vérité. Alors, est-ce que j'ai une lecture partielle ou partiale finalement de vos carnets, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a transpiré de la majorité de vos rencontres, cette capacité à tout de suite se déterminer ou à très rapidement se déterminer? Je crois que je parle de deux choses différentes dans ce que vous dites. Ce dont je parle, c'est on est frappé, ça j'en ai parlé avec d'autres gens qui ont été là-bas. Enfin, vraiment, tout le monde est... Il n'y a pas de frime, il n'y a pas de pathos, tout le monde est vraiment hyper droit, hyper à sa place. C'est vraiment très, très frappant, cette chose-là. Mais c'est pas tellement sur l'engagement. Encore une fois, il y a beaucoup de réfugiés, il y a des gens qui ont fui. En fait, il y a autant de manières d'être un être humain qu'il y a d'êtres humains. C'est-à-dire que même ceux qui sont sur le front,
Par exemple, moi, il y a un type de 23 ans qui est hyper sympathique, qui me montre des photos de lui avec sa fiancée, tout ça, machin. Et je lui ai posé des questions parce qu'il a 23 ans, il a 700 personnes sous ses ordres, etc. Et il me dit, mais en fait, il comprenait pas tellement. Il me dit, mais en fait, moi, je suis un mec, je suis hyper normal, quoi. Enfin, le seul truc, c'est que je sais tuer, mais sinon, je suis hyper normal. Qui est quand même une phrase pas évidente, mais lui, il avait construit son truc comme ça. À l'inverse, il y en avait un autre qui revenait du front quand je l'ai vu. C'était un concert, mais c'était un concert pour tout vous dire. C'est pas Wembley, quoi. On était dans une chambre d'enfant. Il y avait 8 soldats sur des lits. Une chambre d'enfant d'un appartement qui a été abandonné parce que c'était trop près du front, donc il n'y avait plus personne dans les immeubles. Et il y avait 4 musiciens qui jouaient chacun leur tour. Et on était tous confinés. On était 12 dans une pièce, si vous voulez. Et ce type-là, je le vois, il était hyper fébrile, complètement en détresse, il applaudissait de manière très fébrile, il pleurait tout le temps, etc. Donc j'ai été le voir, on a parlé, et lui, lui, il me disait, je suis en train de devenir fou, j'en peux plus. C'est-à-dire, je lui dis, là, de quoi tu as envie, là, maintenant, tout de suite? Il me dit, j'ai envie de serrer quelqu'un dans mes bras. Le seul truc que je serre dans mes bras, c'est mon flingue. Je n'en peux plus de ce flingue. Il me dit, moi, là, ma vie, c'est soit je tue, soit je meurs. Et en fait, c'était le contraire de l'autre, mais en fait, c'est deux manières extrêmement humaines de vivre Donc, je vous dis, il n'y a pas de. C'est pas tout le monde s'engage. Il y a des gens il y a des gens qui sont partis pour se protéger. Il y a des gens. Quand vous allez à Kiev, ça ressemble. Alors maintenant, moins parce que ça tape beaucoup, mais quand j'y étais, ça ressemblait à beaucoup de villes européennes avec des bars branchés, des restaurants chics, des gens branchés, des gens qui travaillent. Il y a des coupures de courant, il y a des sirènes, il y a ce qu'on appelle les hérissons tchèques, là, les croisillons anti-chars. Il y a des signes de la guerre, mais la vie est là, quoi. Donc, je dirais pas c'est pas tout le monde s'engage parce que tout le monde se sent à sa place. C'est juste qu'il n'y a pas de frime. Les gens qui sont actifs et qui vivent, ils sont pas en train de faire croire autre chose que ce qu'ils sont en train de vivre, quoi. Ils sont pas en train d'essayer de vous faire pitié parce qu'ils seraient en guerre, etc. Et puis il y a un autre truc qu'il faut comprendre, c'est que eux, quand même, la Crimée est en guerre depuis 2014. Donc cette situation-là, ils la connaissent, quoi. Tal, ces gens normaux qui à un moment basculent aussi dans un moment totalement anormal, qui est la guerre, le conflit, l'occupation. Vous aussi, vous en avez rencontré indirectement par les archives. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques profils, quelques portraits aussi de ces personnes ordinaires? Alors, quand on discutait au tout début, je vous disais, moi j'avais repéré Magda et André Trocmé parce que pour une raison, c'est-à-dire au-delà du fait qu'ils fassent partie des justes parmi les justes, Magda Trocmé, elle disait, je ne savais pas qu'il fallait être courageux pour aider quelqu'un qui allait mourir. Et son mari disait, je ne sais pas ce qu'est un juif, je sais seulement ce qu'est un être humain. Donc en fait, ça me paraissait d'une telle normalité, banalité, d'un tel ordinaire que je les ai cités. Voilà, mais vous pouvez aussi prendre d'autres figures peut-être. Merci, mais je vais juste me permettre de digresser sur ce que Michel a dit à la fin. C'est que moi, je connais l'Ukraine, alors j'ai jamais été sur la ligne de front, que ça soit très clair, contrairement à Michel, mais si vous alliez en Ukraine à partir de 2014, que vous soyez dans n'importe quelle ville, par exemple à Lviv, sur la grande place où il y a l'opéra, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller, mais à partir de 2014, il y avait une veillée funèbre à chaque fois qu'un combattant mourait au Donbass. Donc la guerre était présente, et dès que vous alliez en Ukraine, la guerre, elle était là. Et nous, de l'autre côté, de la frontière, c'est-à-dire en Europe, on faisait comme si il y avait un truc qui se passait loin de chez nous, avant que, littéralement, ça explose à la figure de tout le monde, autrement dit en février, il y a 4 ans. Mais il faut vraiment comprendre que c'est une histoire très longue, depuis 2014, et c'est un élément qui est fondamental. Les Ukrainiens vivent dans la guerre depuis 2014. Alors, il faut vraiment, et pareil, c'est ce que Michel a dit, quand on est à Kiev, alors moi, j'y ai plus été depuis 1 an, parce que j'ai
plus l'occasion d'y aller, mais quand vous étiez à Kiev, il n'y avait pas la guerre. Enfin, au sens de ce qui a été décrit, il n'y a pas la guerre. Il faut vraiment comprendre ce truc, et ça va me permettre de revenir sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est que ce qu'on appelle la Deuxième Guerre mondiale, c'est fondamental pour comprendre ce qui se passe en France entre l'été 40 et l'été 44. Il n'y a plus la guerre en France. Vichy va même prétendre que c'est un État neutre, même si on a fait un don au monde, c'est le mot collaboration. Le mot collaboration, que vous soyez en Allemagne, en Russie, en Pologne, en Ukraine, c'est toujours le même mot qui est utilisé, c'est le mot collaboration qui a été dit par Pétain en octobre 40. Mais il n'y a plus la guerre en France pendant quasiment 4 ans, on ne se bat plus en France, dans les colonies éventuellement, mais entre l'été 40 et le début de l'année 44, la guerre a été chassée du territoire national. Et pourtant, on considère que la France est en guerre, c'est la Seconde Guerre mondiale. C'est pas pourtant qu'il y a une ligne de front qui traverse la France et qu'on se bat dans les rues de Paris. Et ce qui a été décrit sur l'Ukraine aujourd'hui, c'est à peu près ça, à ceci près que les Russes bombardent allègrement les populations civiles et que du coup, depuis 1 an à peu près, la guerre est de nouveau partout en Ukraine. Mais pour en revenir à la question que tu as soulevée, Arnaud, il y a 2 choses. C'est qu'il y a énormément de belles figures ou de figures pas belles du tout, et la mémoire se focalise sur certaines figures parce que c'est la seule manière avec laquelle on peut faire l'histoire. C'est-à-dire, il faut des noms, des visages, des figures identifiées. C'est ça qui incarne l'histoire. Certaines figures percent et d'autres font partie des cohortes qui demeurent inconnues ou méconnues. Et tout le jeu, justement, c'est de réussir à, si je me pique de mots, à se départir des figures connues pour essayer de comprendre ce qui se passe au-delà de ça. Si je résume, tout le monde connaît De Gaulle, beaucoup moins de gens connaissent Brossolette, qui est quand même le successeur de Moulin, enfin qui est une immense figure de la résistance, mais beaucoup moins connu parce qu'il est et c'est pas un reproche, dans l'ombre de Moulin. Et dans l'ombre de Brossolette, il y en a d'autres, etc., jusqu'au boucher charcutier qui habite je sais pas où et qui a simplement, et je n'ignore rien, ouvert sa porte à 2 juifs qui essaient de se planquer. Et dans tout ça, il y a l'idée, mais que tu as soulevé à partir de l'exemple des Trocmés qui sont protestants par ailleurs, et qui sont devenus des sauveteurs de juifs et qui ont même ils se sont vus décerner le titre de juste par Yad Vashem. Et c'est là, c'est pas un problème, et je vais quand même dire que c'est un problème, c'est que Yad Vashem attribue le titre de juste. Tant mieux, et que les Trocmés soient reconnus, c'est tant mieux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ça fait passer à l'arrière-plan le fait qu'on a besoin, alors j'ai déjà pris l'exemple du boucher, mais on a besoin d'un poissonnier, ou d'une charcutière, ou d'une concierge, et que les Trocmés, c'est pas le bout de la chaîne, mais ça fait partie d'un ensemble qui est beaucoup plus vaste. Et pour un couple de Trocmés, il y a tout un ensemble de gens, soit qui ont eu des comportements héroïques, littéralement, soit qui ont, et je vais utiliser la formule à dessein, fermé leur gueule. Je ne mets pas l'attitude des Trocmés au même niveau que les voisins qui se taisent, mais il faut vraiment comprendre que ça s'intègre dans un vaste ensemble. Et moi, en tant qu'historien, j'essaie de pas tirer une figure, sauf dans des cas très particuliers, de pas tirer une figure, mais d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, tu as eu la gentillesse de rappeler une série de mes travaux, mais il y a un point qui est très important. Par exemple, j'ai étudié comment le statut des Juifs a été mis en œuvre par les administrations françaises. On dit beaucoup de mal des autres Français de la fonction publique. Je pense que tout le monde est d'accord. Elle fonctionne remarquablement bien. Et il faut vraiment l'avoir en tête parce qu'il y a ce truc, mais ça marche avec le statut des Juifs comme avec n'importe quelle loi et ça marche avec la solution finale. C'est pas l'État qui a imposé aux agents de l'État de mettre en œuvre le statut des Juifs, si on va sur le statut des Juifs. C'est un mélange de discussions entre la base et le sommet. Et par exemple, quand le statut des Juifs a été promulgué, on ne sait pas trop faire. C'est des fonctionnaires de la Troisième République. Un Juif, on ne sait pas trop comment c'est, donc je vais vous passer tout le détail. Il y a des trucs qui sont remarquables, mais en gros, chaque ministère va tâtonner. Par exemple, au ministère de la Justice, le garde des Sceaux va dire au procureur de la République, au président des cours d'appel, c'est-à-dire le plus haut niveau dans les régions, si je simplifie, si vous avez un doute, fiez-vous au nom, donc l'onomastique, et si vous doutez, allez voir dans les cimetières où sont enterrés les grands-parents. Alors, c'est ridicule.
C'est ridicule pour tout un ensemble de raisons. Ça vous montre à quel point Raphaël Alibert, premier garde des Sceaux de Pétain, est un abruti, par ailleurs membre de l'Action française et Camelot du Roi. C'est que si vous connaissez la fonction publique française, vous savez que quand vous êtes en poste, par exemple, à Pau, vos ancêtres, ils peuvent être enterrés à Brest. Donc dire au président de cour d'appel, allez faire la tournée, c'est stupide. Bref, tout ça pour dire que dans la fonction publique, on trouve plein d'exemples hyper intéressants. J'en cité 2 qui vont répondre. Je vais finir par répondre à la question. Dans l'éducation nationale, ça tâtonne énormément pendant plusieurs mois. Ça envoie des circulaires, des contre-ordres. Et puis, dans l'Académie de Paris, les chefs d'établissement, c'est-à-dire les directeurs de lycée, enfin, ce qu'on appelle les proviseurs, se réunissent. Ils bossent toute une journée et ils envoient un rapport à leur supérieur, leur recteur, puis au ministre de l'Éducation. Les instructions que vous nous avez envoyées, elles sont pas terribles. Voilà ce qu'on vous propose pour trouver les Juifs. C'est pas imposé par le sommet. C'est un dialogue entre la base et le sommet. Maintenant, même chose avec le ministère de l'Intérieur. Je viens de Grenoble, j'ai de l'autopromotion pour Grenoble, mais là, les dossiers sont super intéressants. Ministère de l'Intérieur, ça descend au préfet, le préfet vers les commissaires principaux, et ensuite les commissaires d'arrondissement. Le commissaire responsable du commissariat spécial, qui devient les renseignements généraux quelques mois plus tard, on lui demande s'il a des Juifs dans son service. J'en ai pas dans mon service, mais quand j'étais en poste à Forbach, il y a 2 ans, il y en avait 2 à Forbach. On lui a pas demandé, mais il file quand même les noms. Et le commissaire du premier arrondissement, il répond à un truc très lapidaire. Je ne sais pas ce que c'est qu'un juif, avec des guillemets, et a priori, j'en ai pas dans mon service. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y en a, ils n'ont pas voulu répondre. Lui, manifestement, il a marqué sa distanciation. Mais pour chaque commissaire du premier arrondissement de Grenoble qui dit « je veux pas le faire », même s'il répond, il y a toute une cohorte de commissaires des renseignements généraux qui filent tous les noms qu'on leur demande pas. Et ça se complète et ça remonte. Donc, voilà, ce commissaire, dont j'ai moi-même oublié le nom, il a une attitude qui est remarquable dès octobre 40. Il met une opposition. Et à l'autre bout, il y a son collègue qui est une infect-pourriture, comme sont des infect-pourritures les chefs d'établissement à Paris qui disent « Vos instructions, elles sont pas bonnes, voilà comment on va faire pour trouver les Juifs ». Et c'est l'addition de tous ces comportements qui, à l'arrivée, fait l'histoire à proprement parler. Et penser que parce que on a un Pétain, un Laval ou un Hitler et un Himmler, ça se met en place, non. Je vais juste conclure sur un point. L'assassinat des Juifs, il n'est pas imposé par Berlin aux hommes sur le terrain, pour le coup, dans les territoires ukrainiens, biélorusses ou baltes. C'est les hommes sur le terrain qui commencent à tuer. Et quand Berlin se rend compte que les hommes commencent à tuer, ils généralisent les ordres en disant c'est bon, on peut généraliser la tuerie. Ils sont d'accord, ils le font eux-mêmes sans qu'on leur ait rien demandé. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc, oui, André Trocmé, Magda Trocmé, mais je peux vous en citer une myriade de magnifiques figures. L'abbé Boursier, qui est à Saint-Pierre-de-Chartreux, à côté de Grenoble, qui est un des membres fondateurs des Témoignages chrétiens, qui est le premier journal et le premier mouvement à avoir dénoncé l'antisémitisme de Vichy en 40-41. Les autres mouvements de résistance vont rien dire, pour plein de raisons. Boursier est exécuté à l'été 44 à Lyon par la police allemande et les collabos français. Mais il y en a une tombée de noms qui mériteraient d'être rappelés. Mais alors ça m'intéresse évidemment de sortir ces noms et ces figures. Et ça forme un vaste ensemble. J'ai juste finir là-dessus. Quand Michel fait des portraits d'individus qui servent dans l'armée ukrainienne, fait une série de portraits qui additionnés donnent, comme il l'a dit, ceux qui combattent aujourd'hui l'invasion russe. Mais il l'a souligné, et je vais conclure là-dessus, c'est pas juste ces hommes-là, ni ces femmes-là, c'est la population dans son ensemble. Et si vous allez à Kiev et que vous vous baladez dans Kiev, il y a plein d'attitudes différentes. Il y a les gens qui officiellement font la quête pour les combattants. Donc moi j'ai payé des drones, j'étais content, j'ai fait ma mitzvah, pour ceux qui savent ce qu'est une mitzvah, j'ai fait ma BA, j'ai payé des drones, et puis voilà. Et donc chaque élément de Kiev, les gens participent à la guerre ou à l'effort de guerre, ou soutiennent les troupes, et c'est ça, quand on fait de l'histoire. Alors je pourrais faire un portrait de n'importe quel individu, y compris des Trocmé qui sont des figures très connues. Ce qui m'intéresse à la rigueur, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est d'essayer de comprendre des gens qui n'ont pas laissé de traces dans l'histoire. Des gens dont on sait quasiment rien, voire rien du tout, et de voir ce qu'on peut en faire. Je m'arrête là-dessus. Merci Tal. Alors,
Moi, j'avais prévu justement qu'on voit deux figures particulières, justement pas des héros, pas des salauds non plus totalement, mais des gens ordinaires, on va dire, qui, de façon non spectaculaire, participaient en Ukraine à l'effort de guerre ou malheureusement à la Shoah à Auschwitz. J'avais prévu de parler de Maxime, 9 ans, en Ukraine, parce que je trouvais aussi que c'était une figure assez attachante et que c'était aussi pour montrer que finalement, sur un théâtre de guerre, dans un pays en guerre, chaque action compte, et Maxime me semblait extrêmement important. Et de la même façon, mais peut-être dans une dimension beaucoup moins positive, je voulais vous entendre, mais peut-être, Tal, voilà, des ouvriers de l'entreprise Richard Heckman qui ont, voilà, parce que tu en parles et tu montres des photos, en fait, de ces ouvriers qui ont prolongé, je te laisserai en parler. Michel, peut-être, pour parler de... Maxime, c'est un gamin qui a 9 ans et qui fait des gâteaux avec sa maman pour récolter $12 et les mettre sur la plateforme. Et puis, il a vendu son vieux vélo pour $8, il les met sur sa plateforme. Enfin, en fait, il fait plein de dons, donc il est mignon, quoi. Et donc, c'est le grand donateur. En tout, il a peut-être donné $100, mais c'est tout ce qu'il a. Donc, voilà, j'ai fini un peu le livre. Enfin, j'ai pas tout à fait fini, mais il arrive à la fin parce qu'il il est mignon, mais c'est marrant parce que ça va un peu dans le sens, pas inverse, mais ça complète un petit peu, je dirais, l'approche de Tal. Autant, moi, je fais pas du tout œuvre d'historien. Moi, c'est vraiment des micro-observations, donc ça n'a aucune valeur d'historien. Mais pour autant, mon métier est plutôt de raconter des histoires et pas de faire l'histoire. Et du coup, au contraire, moi, je trouve ça assez intéressant de créer des figures, comment dire, qui soient un peu des repères. Vous parlez de la plus précieuse des marchandises, je le dis avec autant de tranquillité que c'est un conte qui a été créé par Jean-Claude Grimbert, pas par moi. Mais je trouve que la beauté de ce conte, c'est de montrer des gens, tu en as un petit peu parlé, qui ont fait un choix. C'est l'histoire de gens qui font un choix à chaque fois, le choix de l'humanité. C'est l'histoire de juste. Et en fait, je trouve ça intéressant de créer des figures, surtout pour un film d'animation et dans un conte qui s'adresse à des gamins, des figures qui peuvent être aussi des repères. Mais c'est très complémentaire d'un travail d'historien qui doit dépasser le mythe et le symbole, ouais, bien sûr. Alors pour le coup, je vais être en total désaccord. Non, parce que je suis désolé, ça, sans être pompeux, j'ai rien à lui demander, mais c'est faire œuvre d'historien aussi d'une certaine manière en chroniquant un quotidien. Et faire ses croquis, enfin, ou ses dessins, croquis c'est un peu trop, c'est rapporter des faits, je parle pas de témoigner, c'est fixer un instant, et ces dessins, alors, je fais pas de la promo machin, mais dans le dernier livre que j'ai écrit avec un ami sur les photos d'Auschwitz, à propos desquels il y a cette histoire avec l'entreprise Heckman que je vais vous expliquer, justement, j'explique à quel point les dessins, c'est précieux. Et il y a cette idée qui est très largement implantée, je ne parle pas de vous individuellement, certains c'est peut-être le cas, d'autres c'est pas du tout le cas, qu'une photo vaut mieux qu'un dessin, c'est totalement faux. Il y a des dessins qui disent beaucoup plus la vérité qu'une myriade de photos. Et ces dessins, alors par ailleurs je viens de la bande dessinée, enfin je vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai un intérêt particulier pour le dessin. Quand j'ai vu à l'époque dans la presse que Michel Hazanavicius faisait des crobards en Ukraine, j'ai regardé tout de suite les dessins et ils sont saisissants de réalisme. Et donc hyper intéressants, donc exploitables, même s'ils n'étaient pas réalistes d'ailleurs, ils seraient exploitables parce qu'ils disent un instant, ils disent une histoire. Voilà. Donc c'est mon désaccord. Maintenant, pour répondre sur l'entreprise Heckman, je me permets de vous expliquer, on a bossé sur un ensemble de 197 photographies qui est appelé l'album d'Auschwitz et que la plupart d'entre vous avez forcément croisé au cours de votre vie. Et on s'est rendu compte qu'on était face à un gisement pour une raison très simple, on n'apprend jamais à réfléchir le rapport aux images. En général, je ne parle pas de réalisateurs on avait eu l'occasion d'en parler.
mais c'est quelque chose qui est un impensé dans notre société. Donc on a commencé à bosser là-dessus, on a bossé 5 ans dessus, et ça donnait un premier bouquin, puis après on s'est rendu compte, surtout moi que j'avais encore plein de trucs à dire, donc ça a donné un deuxième bouquin, une expo qui était au Mémorial de la Shoah. Et parmi les choses que moi j'ai trouvé hyper intéressantes, c'est qu'il y a une série de photographies qui en plus est hautement antisémite, parce qu'ils ont photographié des juifs religieux, mais d'une manière très particulière, et à l'arrière-plan, vous avez une demi-douzaine d'individus, dont un est muni d'un énorme brassard blanc, ils ne sont pas en tenue rayée, c'est-à-dire le pyjama du concentrationnaire, ni en uniforme de la SS. Donc la question, c'était de savoir qui étaient ces types au milieu de Birkenau, alors qu'on assassine, puisque quand les juifs religieux sont photographiés, le train est reparti, ce qui veut dire que l'assassinat est en cours. On photographie ces juifs religieux qui vont être assassinés ensuite, et derrière, il y a une demi-douzaine de types qui ne font pas partie du système, c'est-à-dire ni victimes ni bourreaux. En fait, j'ai fini par comprendre, ou nous avons fini par comprendre, qu'il s'agissait des employés de l'entreprise de construction ferroviaire qui étaient chargés de chapeauter la construction de la gare de Birkenau, ce qui est appelé la rampe, là où les photos de l'album sont prises, parce que la main-d'œuvre, il y en a de partout. À Auschwitz, c'est les prisonniers. Mais ils ne sont pas spécialistes de construction. En fait, chaque fois qu'il y a un chantier à Auschwitz, il y a une boîte qui candidate, ou des boîtes, des entreprises qui candidatent sur des appels d'offres. Donc la normalité que j'évoquais tout à l'heure, vous la retrouvez de partout. Ils candidatent sur des appels d'offres, ils obtiennent le marché, ils viennent et ils chapeautent les travaux. Et ça vaut pour tout. Donc cette idée qui consiste à penser que, alors se représenter le fait que Auschwitz est relégué hors du monde et qu'il y a juste des SS et des victimes, en fait, elle est fausse. Et on le voit littéralement dans les images. Et j'ai poussé la vantardise, ça me permet de me vanter, le degré d'analyse à pouvoir retrouver les noms des sites types totalement flous derrière, parce qu'on peut même retrouver les fiches de paye de ces types. Et en sachant quand cette photo a été prise, je sais que l'entreprise Reckman n'a que 9 employés présents sur le site, il y en a 6 sur la photo. Donc ça vous montre à quel point, quand on sait exploiter des images et que les archives nous sont parvenues ou qu'on réussit à inventer des archives, inventer au sens de découvrir, les possibilités, elles sont quasiment infinies. Et donc oui, j'ai fait tout un, du coup je pense que c'est pour ça Arnaud que tu m'en parles, j'ai fait tout un chapitre sur l'entreprise Reckman, dont les employés qui viennent de la ville allemande de Cottbus, donc en gros dans l'est de l'Allemagne actuelle, ils rentrent toutes les semaines chez eux, le week-end. Et toutes les semaines, ils racontent ou ils racontent pas à leur épouse, à leurs frères, à leurs potes, quand ils font une beuverie, ce qui se passe à Auschwitz, parce qu'ils sont témoins oculaires, ils sont témoins directs, olfactifs. Voilà, tout le monde sait que ça pue littéralement la mort à Auschwitz, sur des kilomètres à la ronde. Donc des types qui sont au cœur de l'épicentre, ils sont au courant. Et c'est pas des SS, c'est juste des spécialistes en construction ferroviaire. Donc voilà, ça. Là, c'est pour le coup, c'est l'autre phase. J'ai parlé de ceux qui ont su agir, réagir ou ne rien dire. Là, pour le coup, c'est des gens qui sont directement au cœur du processus et justement pendant très longtemps, jusqu'à aujourd'hui, l'idée c'est, on a les SS, éventuellement les types de la Wehrmacht, les nationalistes de tel ou tel pays, y compris les Russes, très important, les nationalistes russes, on les oublie un peu trop, surtout depuis 4 ans où on nous explique que les Ukrainiens... Non, j'en profite juste pour dire d'un point de vue historique, il y a 10 fois plus de membres ukrainiens de l'armée rouge que de nationalistes ukrainiens. Voilà, c'est très clair, ils ont plus combattu contre les nazis que du côté des nazis, même si les nationalistes ukrainiens n'ont pas laissé leur part aux chiens. En France, l'équivalence entre le nombre de collabos et le nombre de résistants effectifs, c'est 1 pour 1. Donc ça n'a rien à voir avec l'Ukraine, où pour le coup, c'est un collabo pour une dizaine, en gros, dans l'armée rouge. Donc ça permet aussi de remettre les choses en place. Mais à l'arrivée, on a nos représentations, c'est pas un reproche. De toute façon, moi je suis spécialiste de la Shoah, voilà, c'est mon sujet, voilà, et je vais pas venir vous dire, vous y connaissez rien. Par contre, on peut aller très très loin en matière de détails, d'analyse et de compréhension des choses, et plus on avance, et je vais conclure là-dessus, ne vous inquiétez pas tous les deux, c'est que sur la Shoah, il y a un point qui est très important, mais c'est pas le cas ici ce soir, puisque vous honorez la mémoire d'un de vos frères.
mais qui est mort à Auschwitz. Il est mort à Auschwitz parce qu'il était juif. Il faut vraiment comprendre une chose, c'est que régulièrement, on entend, enfin moi je l'entends depuis que j'ai commencé, ça fait 25 ans, j'ai rigolé sur ce bouquin, parce qu'à l'époque j'étais jeune, je suis plus jeune du tout. Mais c'est le truc encore avec la Shoah. Alors, Annette Vivorka, qui a fait un ouvrage à la fin des années 90, a montré que dès 46, on dit aux rescapés, encore avec votre déportation évoquant, ça a tout le temps été un truc. En gros, les gens ne veulent pas entendre parler de la Shoah, pour des raisons que je vous laisse envisager. On n'est que 80 ans après la Shoah. Les historiens font l'histoire de Rome depuis plus de 2000 ans. Les historiens font l'histoire d'Athènes depuis plus de 2500 ans, et personne ne vient dire à quelqu'un qui fait un bouquin sur Bonaparte, encore avec Bonaparte. C'est le plus gros truc qui est traité en histoire, année après année. Il n'y a que sur la Shoah, où on vient nous dire, et peut-être que Michel, et comme ça je lui file la parole, peut-être qu'au moment de la plus précieuse des marchandises, il y en a qui ont dû dire, ou moufter, ou du genre, encore avec votre truc, la Shoah. Oui, on a été un peu épargné en France, on n'a pas trop eu ça. En tous les cas, ça ne m'est pas venu directement. Et n'ayant pas de réseaux sociaux, je n'ai pas les lettres que votre arrière-grand-père a reçues, parce qu'aujourd'hui, c'est sur les réseaux que ça se passe, ce genre de messages. Mais donc, moi, je suis fermé à tout ça, donc je n'ai pas eu. En revanche, il y a eu des pays où, effectivement, après le contexte était très particulier, puisque on était quand même, enfin, il y avait une guerre. C'était après le 7 octobre, et donc du coup, il y avait quand même un climat, comment dire, où la Shoah a été prise en otage d'un côté, de l'autre. Voilà. En tous les cas, il y avait un enjeu autour de la Shoah, et effectivement, il y a eu une volonté de justement alors c'était pas encore avec la Shoah, c'était pas ça, mais une volonté de ouais, c'est pas le moment, fatigue, flemme, voilà. Donc oui, non, mais c'est sûr que c'est un sujet. C'est pas le sujet où on est le plus décontracté, ouais, c'est sûr. Alors, j'avais prévu encore beaucoup trop de questions. Et malheureusement, je vois l'heure tourner et mes camarades aussi qui s'impatientent. Il me reste à vous remercier parce que malheureusement, j'aurais bien voulu qu'on parle de Rorol aussi, mais je vais vous inviter finalement, puisqu'on va pas pouvoir poursuivre beaucoup plus au-delà de ce timing, à lire les ouvrages de Tal Brutman, à lire le carnet d'Ukraine de Michel Hazanavicius. Vous verrez que ça ne parle pas que des Ukrainiens, ça parle de nous. Et c'est le message aussi que je voulais faire passer, et que l'ouvrage de Tal Brutman, alors je parlais plus particulièrement de Auschwitz, des images comme source, ça nous apprend aussi à regarder différemment les choses et à décoder différemment les choses. Je pense qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui dans la société actuelle, d'avoir un regard un peu critique, d'avoir un regard un peu fin. Et puis un dernier mot pour dire, j'espère qu'on a été vraiment à hauteur d'homme ce soir. Je suis très heureux finalement que vous aviez aussi recentré un peu mes questions et puis la discussion sur le fait qu'il y a autant d'actions que d'individus. Voilà, et que on n'était absolument pas là pour juger tel type d'engagement ou tel type d'engagement ou tel autre type d'engagement, mais juste pour parler de gens qui ont fait des choses plutôt pas mal. Et moi, je voudrais juste dire que j'ai lu le livre de Tal et il est vraiment passionnant parce que vous regardez les images. Il y a une expérience qui est intéressante à faire, c'est de commencer par regarder les images et puis ensuite de lire. Et en fait, vous vous rendez compte que vous n'avez absolument pas regardé les images. Vous avez feuilleté. Vous les avez vus, mais vous ne les avez pas regardés. Il y a une histoire de temps, c'est-à-dire que le temps qu'on peut passer. Alors après, lui, il est historien, il a la connaissance et les outils d'analyse, mais tout d'un coup, c'est passionnant de suivre quelqu'un qui, grâce à ses outils d'analyse et grâce à sa connaissance, vous guide dans le regard. C'est quasiment un travail d'historien de l'art, finalement, qui vous apprend à regarder un tableau sur un sujet sur lequel on a tous l'impression de tout savoir et où en fait on sait bien peu de choses. Tal, vous voulez dire un dernier mot? Mais écoutez, merci. On peut vous applaudir chaleureusement. Merci beaucoup.
Je vais passer la parole à notre très respectable grand maître Jean-Raphaël. Et Jean-Raphaël, si tu me permets, je reprendrai derrière toi quelques instants pour faire des remerciements appuyés à beaucoup de personnes qui nous ont aidés à monter cette conférence. Merci beaucoup. Je suis donc, j'ai l'honneur d'être le grand maître de la Grande Loge de France. En fait, ce soir, je suis surtout le petit-fils de Raphaël Finestra, résistant en Corse. Et vous dire que quand on est le petit-fils d'un résistant et quand on assiste à une soirée pareille, on est forcément très ému. Alors, je voudrais d'abord citer Michel, Sophie, Ariane, vous dire que cette maison est la vôtre et que nous avons été évidemment très honorés, très heureux que vous soyez présents ce soir pour honorer la mémoire d'Édouard Schinberg, dont nous sommes très fiers. Il a été grand expert de cette maison. Ça veut dire qu'il était en charge du protocole qui fait que nous pouvons travailler dans de bonnes conditions. C'est vous dire s'il était important comme personnalité. Je voudrais remercier les élus, hommes et femmes qui sont là ce soir, et en particulier Monsieur le conseiller de Paris en charge de la mémoire, qui a bien voulu nous accompagner ce soir. Je voudrais citer également, bien sûr, Denis Moscovici, qui, au sein de la Grande Loge, est en charge de tout ce qui est laïcité et liberté de conscience. Et je vous en dirai 2 mots à ce sujet. Et puis vous dire que la Grande Loge de France, qui est présente dans le monde entier, présente une particularité. Donc nous avons à peu près 1 millier de loges. Présente une particularité, c'est que nous travaillons selon une méthode, et cette méthode s'appelle le rite écossais, ancien et accepté, et qu'il se trouve qu'il y a une structure très particulière qui s'appelle le Suprême Conseil de France, qui est, comme l'on dit, gardien et protecteur du rite. Et à la tête, il y a un homme qui s'appelle Jacques Rosen, qui est présent avec nous ce soir, et devant vous, je lui transmets et mon respect et mon affection. Voilà comment nous sommes organisés. Et je veux simplement vous dire que, évidemment, je remercie tous les organisateurs en général, mais je crois que tu vas le faire, et en particulier nos intervenants. Et je voudrais leur dire que, ici, à la Grande Loge de France, la particularité, c'est que nous défendons bec et angle la liberté de conscience. C'est quelque chose que nous avons chevillé au corps. C'est dire si les notions de xénophobie, d'antisémitisme sont pour nous des horreurs absolues. Et chaque fois que nous avons la possibilité de faire en sorte, par les voies que nous défendons, par les écrits que nous avons, de faire en sorte de plaider en faveur de la liberté de conscience et du respect de la liberté de conscience, nous le faisons. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'à la Grande Loge de France, nous avons cette particularité d'avoir des juifs, mais aussi des bouddhistes, des catholiques, des protestants, des athées, des libres penseurs qui se croisent, travaillent ensemble et qui s'y trouvent très bien. Et que souvent l'on se dit que finalement, il faudrait peut-être que certains viennent ici prendre l'exemple de ce vivre ensemble, que nous réussissons parfaitement parce qu'à la base, il y a ce ciment que nous partageons qui est la liberté de conscience. Ensuite, sur l'engagement. Alors l'engagement, à la condition que vous ne le répétiez à personne, mais ma première année de mandat de grand maître, j'ai choisi la liberté de conscience comme thème. Et je ne l'avais pas dévoilé jusqu'à présent, mais la 2e année, ça sera l'engagement. L'engagement parce que, évidemment, c'est la clé. Parce que sans engagement, il n'y a rien qui existe. Et je voudrais vous rappeler que l'engagement, c'est aussi faire en sorte de s'inscrire dans une histoire dont on devient à un moment donné un acteur soi-même. On a cité Pétain. Pétain, en 1940, signe ce fameux décret qui interdit la franc-maçonnerie en France. L'un des premiers actes de souveraineté du général de Gaulle en 1944, sous l'influence d'un certain Michel Duménil de Gramont, l'un de mes lointains prédécesseurs, grand maître de la Grande Loge de France, qui était par ailleurs son conseiller politique, l'un des premiers actes de souveraineté du général de Gaulle a été d'abroger le décret du maréchal Pétain et de rétablir la franc-maçonnerie en France. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça s'est passé ici. Et que nous avons à cette occasion-là reçu le soutien des francs-maçons américains. Dessous,
vous avez un autre temple emblématique. Et dans ce temple emblématique, il porte le nom de Franklin Delano Roosevelt. Parce que Madame Delano Roosevelt est venue ici, son mari était déjà très malade, et nous a apporté le soutien moral et matériel des francs-maçons américains. Je vous disais, s'engager, c'est s'inscrire dans l'histoire. Que faisons-nous aujourd'hui? La Grande Loge de France s'honore d'avoir créé les 2 premières loges ukrainiennes. Et j'aurai l'occasion, dans quelques semaines de cela, d'être à Kiev pour aller saluer nos frères de l'Ukraine. Nous nous inscrivons dans l'histoire. L'occasion d'ailleurs de dire que la Grande Loge de France présente cette particularité d'être l'institution privée française qui a eu le plus grand nombre de compagnons de la Libération. Quand vous sortirez de ce grand temple Pierre Brossolette, l'un d'entre eux, vous verrez le nom des autres. Je ne vais pas vous citer, ils sont 7, mais au moins vous en citez 2 autres. Le doyen, le dernier, Hubert Germain, qui était membre de la Grande Loge de France et du Suprême Conseil de France. Mais vous citez également quelqu'un qui a joué un rôle d'engagement phénoménal, Félix Éboué. Parce que Félix Éboué a apporté l'Afrique au général de Gaulle. Et si il n'y avait pas eu Félix Éboué, il n'y avait pas de général de Gaulle et il n'y avait pas de libération. C'est vous dire que nous nous inscrivons tous, les uns et les autres, dans ce processus qui ne dépend que de nous. Et puis, pour rebondir sur ce qui était dit par Michel et par Tal tout à l'heure, 2 éléments d'actualité. Le premier, c'est que aujourd'hui, en Italie, Madame Meloni, dont on dit tant de bien, a mis en place des questionnaires de manière à ce que chacun dans la haute fonction publique soit obligé de déclarer ses appartenances personnelles, compris les appartenances maçonniques. Ah, mais je croyais que c'était simplement en 1940. Non, c'est en Europe. C'est dire à quel point l'histoire parfois bafouille et qu'il ne faut pas considérer que des choses innommables qui se sont passées il y a des années sont aujourd'hui interdites d'une manière ou d'une autre par une forme de morale librement acceptée. Non, pas du tout. Nous sommes confrontés à ce type de risque. Et c'est la raison pour laquelle, tous autant que nous sommes dans les responsabilités que nous occupons, nous avons ce devoir d'engagement, humble ou important. Alors ici, la particularité, c'est que vous êtes au milieu, d'abord de républicains, on a ça chevillé au corps, et puis 2, d'optimistes impénitents. Ah oui. Quoi qu'il arrive, nous, on ne pense pas que c'était mieux avant, on se bat pour que ça soit mieux après. Nous sommes des porteurs de lumière, ça c'est dit dans nos rituels. Mais on peut se dire aussi, René, parce que nous partageons un atelier qui porte un très joli nom, peut-être le plus beau nom de tous, nous sommes des porteurs d'espérance. Et de cela, nous sommes très fiers. On l'a chevillé au corps. Alors, c'est vous dire, toutes et tous, qui nous avez fait la joie de partager cette soirée avec nous, que vous êtes ici les bienvenus. Cette maison est la vôtre, parce que c'est une maison ouverte et tolérante. Et donc, venez nous visiter. Et puis, si d'aventure, certains d'entre vous se disent que l'engagement passe par le fait de réfléchir un peu plus que d'autres, venez nous rejoindre. Vous verrez. C'est magnifique. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci d'avoir partagé avec nous cette soirée et bienvenue à la Grande Loge de France. Mes premiers remerciements, Jean-Raphaël, vont à ta personne, puisque tu nous as, avec Denis Moscovici, accompagné, aidé, et tu as honoré de ta présence toute cette soirée. Donc, sois remercié, et Denis aussi, Denis Moscovici, sois remercié pour ton accompagnement. Mais mes autres remerciements vont bien sûr à Tal et à Michel, parce que on ne se connaissait pas avant cette rencontre. Je vous ai envoyé un message un peu laconique, un peu bizarre sûrement, et vous avez eu la curiosité d'y répondre, vous avez eu la curiosité d'aller un peu plus loin,
bien, et puis de rentrer dans une discussion et d'accepter ce moment. Soyez-en vivement et chaleureusement remerciés. Autre remerciement à toutes les personnes qui ont rendu... Alors, nous ne sommes pas une structure d'événementiel, on ne s'est pas fait accompagner par une structure d'événementiel. Ce sont tous les frères du Portique qui ont aidé à construire ce moment tous ensemble et avec d'autres personnes de la Grande Loge de France. Donc, mes frères, soyez tous remerciés. On aura l'occasion de se remercier tous ensemble, mais je voulais faire passer ce message de remerciement. Voilà, la soirée est terminée. Merci de votre présence. Nous allons maintenant procéder au dévoilement de la plaque par Madame Laurence Patrice, adjointe à la maire de Paris en charge de la mémoire et du monde combattant, par Madame Karen Tayeb, adjointe à la maire de Paris en charge du patrimoine, de l'histoire de Paris et des relations avec les cultes, par Madame Daphne Burkley, maire du 9e arrondissement de Paris, par Monsieur Robert Ejnes, directeur exécutif du CRIF, par Monsieur Eli Korcha, président du Consistoire israélite de France, par Monsieur Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié, par Monsieur Alexis Govseyan, conseiller de Paris, et par la famille d'Edouard Schneeberg. Et Monsieur Michel Guggenheim, grand rabbin de Paris. Ici fut fondée en 1840 par Samuel Schneeberg, la maison Schneeberg, société de pompes funèbres israélite. Son fils, Edouard Schneeberg, 1876-1943, qui poursuivit cette activité pendant l'occupation, fut déporté le 31 juillet 1943 et assassiné à Auschwitz.